Euh, alors moi, je suis handicapé moteur de naissance et aujourd'hui, je me définis comme un médiateur de l'autonomie. Et donc, le but pour moi, c'est justement de développer l'autonomie par plusieurs biais, notamment la sensibilisation, euh, l'insertion professionnelle, le conseil en accessibilité et bien sûr toutes les technologies. D'accord, très bien. Alors, on a Marie-Christine qui nous a rejoint, Marie-Christine Pofilla. Il y a Dominique Sauvignon. Il y a Jean-Paul Lemel, donc président de Paris Vent d'Ouest. Et puis, on a Simona Burgio. Burgio. Bonsoir. Bonsoir, Simona. Voilà, donc, On se connaît un petit peu. voilà. Je ne sais pas où tu es, Simona, mais c'est super chouette. Il y a plein de couleurs, plein de verts. J'ai mis un fond d'écran que j'ai adoré. Ah, d'accord. Ben oui, je triche. Ça fait sympa. J'aimais bien la couleur, du coup je l'ai choisi. Mais je ne sais pas où c'est. Eh ben, attention au droit à l'image. Et puis il y a aussi Sylvie Sec. Donc Sylvie, si tu peux mettre ta caméra Oui. et puis l'audio, de manière à pouvoir. Pas encore connecté, Alexandre. Comment? Mais elle n'est pas encore connectée. D'accord. Tu vois, elle se connecte à l'audio. Patricia Tarde Dorou. un petit peu. Ok. De Dominique Sauvignon à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Dominique. Comment ça va bien? Dominique, on t'entend pas, Dominique. Alors, Marie-Christine, est-ce que tu peux te présenter rapidement? On t'entend pas. Activation du micro. On t'entend pas, Marie-Christine. Faut que tu mettes le son de ton micro plus fort. Sylvie, on te voit. Patricia de Ruy. J'entends pas Marie-Christine. Sylvie, je demande la réactivation du micro. En plus, tu as le casque et puis le micro, donc ça devrait fonctionner obligatoirement. Voilà. OK. 4, 8, 10. Donc, allô. Donc, Dominique. Simona, tu connais Damien, mais nous, on ne te connaît pas. Donc, quelques mots, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, Simona Burgeot, je pilote la mission handicap nationale de la sécurité sociale, plus particulièrement du régime général. Donc, on compte 4 branches. On a la branche maladie, la retraite, la famille et le recouvrement. Donc, ça signifie des organismes comme des CAF, des CEPAM, des URSSAF et des CARSAT. 300 employeurs, 150 000 salariés, dont plus de 8 000 en situation de handicap. Ah oui, c'est Voilà. du très costaud, si je peux me permettre. Marie-Christine, je te vois dubitative et sceptique, Marie-Christine, avec ton. En tout cas, tu rigoles, donc tu nous entends, mais nous, on ne t'entend pas. Président Lemel, vous voulez dire quelque chose? Jean-Paul, on ne t'entend pas non plus. Qu'est-ce pas ça? En mute, Jean-Paul. Toujours en mute. Là, vous m'entendez? Ah, oui. voilà. Bonjour, Voilà, Président. bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence que va nous animer Damien. Et puis, je répondrai à vos questions sur notre club quand vous le souhaiterez, quand Damien ou Alexandre me passeront la parole. Ça marche. Bonne soirée à tous. OK. Merci. Donc, on a Patricia Deruy qui nous a rejoint, Aviva Rosensaft, mais ça sera bien de vous voir à l'image, donc de brancher vos caméras. Sylvie, tu nous as dit bonjour. Ah voilà. Donc, Sylvie, je pense que là, le micro est activé. Tu peux nous dire un petit coucou et puis te présenter. Ah, on ne t'entend pas.
Mince. Pourtant, tu as un joli casque et un joli micro. Patricia. Non, Sylvie. Bah, écoute, ça sera pour plus tard. Bah voilà, Patricia, c'est bien, tu as enlevé ton micro. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour, je suis Patricia Doruy. Donc, moi, je m'intéresse énormément à tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux. J'ai fait une licence de psycho très tardivement. Je suis à la fois en recherche d'emploi, en recherche de master de psychologie. Et de toute façon, le sujet m'intéresse, notamment le sujet de l'emploi dans les troubles neurodéveloppementaux. D'accord. En plein dedans, puisque En je suis plein conseillère dedans. éthique. Pile poil. Donc, il est quelle heure? Je ne sais même pas quelle heure il est. 5. Combien? 18h35. On attend un petit peu ou on y va? Ah ouais, on peut attendre un peu. Après, c'est juste. Ouais. On peut Donc, attendre 2 minutes encore et puis on débute dans 2 minutes. ça marche. Donc, comment ça va? Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Oui. C'est qui? C'est Sylvie. Sylvie. J'ai retiré Sylvie. le casque. Je vais en essayer un. Je l'ai retiré, j'ai encore sur la tête, mais bon, je vais en essayer j'en essaierai un autre. Ouais, bah oui, si tu branches ton casque sur l'ordinateur, ça risque effectivement de couper le son. Donc, bah, tu fais comme ça. Donc, Sylvie, que fais-tu? Alors, écoutez, moi j'ai une double casquette. Hein. Je suis à la fois autiste, Asperger, et puis je suis aussi professionnelle dans l'autisme. Voilà. D'accord. Très bien. Bienvenue. Bienvenue, et c'est bien défini en très peu de mots. Bravo. Il y a Nelly Septi aussi qui nous a rejoint. Nelly, si tu peux couper non pas couper, si tu peux mettre ton micro et puis brancher ta caméra. Et il y a Dominique qui a branché. Voilà. Donc, moi, je suis Nelly Septi, donc je suis ancienne directrice d'un pôle médico-social. Et à ce sujet-là, j'avais ouvert un SAMSA pour autistes. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre et de voir que mon mari était probablement autiste. Et après les diagnostics, on s'est rendu compte qu'il était effectivement autiste Asperger, au potentiel intellectuel, avec troubles de déficit de l'attention, dyslexique, dysorthographique et dysphasique. Donc, je suis toujours intéressée au niveau de l'autisme. Voilà. D'accord. Et Nelly. Et là, je reviens d'une assemblée générale, je suis dans un jardin chez des amis. J'espère que je vais pouvoir suivre la totalité de la conférence. Oui. Eh bien, bienvenue Nelly. Et puis de toute façon, il me semble que tu étais déjà présente à la webconférence d'avant. Je sais plus. Voilà. Bon. Donc, il nous reste Aviva Rosen Saft. Donc, on ne t'entend pas et on ne te voit pas, Aviva. Donc, s'il te plaît, branche ton micro et puis ta caméra. Et je passe la parole à Dominique Sauvignon. Bonsoir Dominique. Bonsoir tout le monde. Alors, je ne m'attendais pas forcément à être comme ça, mais donc, je m'appelle Dominique Sauvignon. Je suis informaticien de formation, chômeur depuis un certain temps, HPI aussi, et je viens d'être diagnostiqué. Enfin, je pensais depuis un bout de temps, mais je viens d'être diagnostiqué autiste. Et Dominique, tu es dans quelle région? Strasbourg, pardon, à côté de Strasbourg. Non, parce que je vais vite en besogne, mais on a besoin d'informaticiens au Lions Club, donc c'est pour ça que... Voilà, allô, qui dit allô? Allô. Donc Nelly est partie, mais ça se comprend. Qui a dit bonsoir? Marie-Christine, on t'entend toujours pas. Je vois que tu remues les lèvres, donc tu dois nous dire quelque chose, mais pour l'instant, on n'entend pas. Ah, il y a monsieur qui vient à la ressource. Voilà. Et puis donc, ah bah oui, 38. Bah, j'avais pas la pendule, puis là, elle est revenue. Bref. Eh bien, écoutez, alors comment ça va se passer? Donc, bienvenue à Damien pour cette troisième webconférence sur handicap et autisme, entre autres. Et donc, je vais vous faire une rapide présentation du Lions Club. Vous avez, non, c'est là, voilà, il est là, le petit logo Lions Club. Et puis après, c'est rapide, hein, c'est juste pour un petit peu situer le décor de notre Lions Club.
Et puis après, je passerai la parole à Mr. Damien Caillot. Et puis après, il y aura questions-réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Très bien. Alors, Ilse Vazen, j'espère que je prononce bien, nous a rejoint. Donc, Ilse, la parole est à toi. Et puis sinon, après, on va commencer. Donc, je vais faire ça et je vais partager l'écran. Ah, Véronique Baronco. Connexion à l'audio. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre. Bonsoir Véronique. Comment vas-tu? Bien? Bien, merci. Voilà. Eh bien, simplement, une rapide présentation, puis après, on va commencer la visio. Bonjour, Véronique Baranco, Lions Club d'Ozoir-la-Ferrière, très investie dans l'autisme, ayant un fils autiste. D'accord. C'est l'essentiel est dit. Alors, je vais partager l'écran et puis on va commencer. Toc. Alors, partager l'écran. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran? Est-ce que je partage? Vous voyez? Ouais. Donc, lancer le diaporama. Tic. Voilà, donc bonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, 24 juin, 18h30, 19h30, on verra jusqu'où. À partir de minuit et demi, on coupera les micros, mais sinon, bon, il n'y a pas forcément de temps précis. Donc, troisième conférence PVDO Iliad Lions Club Paris-Vent d'Ouest, Damien Caillot. Donc, pour ceux qui connaissent Damien, ou plutôt pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est expert en handicap en entreprise. Et au sein de Paris-Vent d'Ouest, donc le Lions Club, il est président de la commission service. Et donc aujourd'hui, il vous présente une webconférence sur le thème autisme, inclusion et emploi. Alors donc par rapport à Paris-Vent d'Ouest, donc c'est un e-Lions Club. E-Lions Club, pourquoi? Parce que au niveau du Lions Club international, l'idée c'était de développer une branche, on va dire, où on utiliserait le web 2.0. C'est pour ça le E de I comme électronique. Et entre guillemets, sans faire de vilain jeu de mots, ça a tombé bien, puisqu'au moment où le club a été créé en mars-février 2020, boum, il y a eu le Covid. Et donc, par la force des choses, on a été obligé de se mettre à l'électronique et aux webconférences. Donc, du coup, ça nous a permis, entre guillemets, de nous entraîner. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Lions Club International. Donc, le Lions Club International, ça a été créé par Melvin Jones, donc c'est le monsieur que vous voyez en photo. Et donc, ça a 100 ans d'existence. Et le leitmotiv, on va dire, du Lions Club, c'est We Serve, donc de servir. Et donc, depuis plus de 100 ans que le Lions Club International existe, partout où il y a un besoin, les Lions sont présents. Alors, rapidement, 100 ans d'existence, donc ça j'ai déjà dit, au service de l'humanité. Ça représente 1 400 000 membres Lions dans le monde, pour à peu près 47 000 clubs. Et puis, par contre, je ne vois pas le nombre de pays parce que j'ai 200 pays. Merci Damien. Alors, concernant le Lions Club Paris-Vent d'Ouest, donc on a des projets très ambitieux avec des objectifs clairs. Donc, l'idée, c'était de fonctionner, c'est ce que je vous dis avec le Covid, du coup, ça a un petit peu accéléré les choses. C'était de fonctionner avec les moyens de communication, les webconférences, les réseaux sociaux, etc. Mais en même temps, se différencier des autres Lions Club, on va dire, où la plupart du temps, les actions sont plutôt au niveau local. Là, l'idée, c'est de réaliser des actions au long cours. On verra pourquoi long cours. Et puis, d'associer aussi dans les actions qu'on mène par rapport aux jeunes en situation de handicap, que ce soit au niveau handicap, au niveau
physique, au niveau psychique, mental, on va dire, ou même de précarité, en précarité sociale. L'idée, c'est d'associer aux actions que mène donc, le e-Lions Club Paris-Vent d'Ouest, d'associer les actions avec le monde économique à nos actions. Donc, ça veut dire des sponsors qui peuvent aider à financer telle ou telle action. Et puis, en même temps, cultiver les différences que chacune et chacun de nous peut avoir pour être encore plus, on va dire, ensemble, bienveillants et construire des actions sympathiques. Alors, ah oui, alors là, par contre, désolé. Alors, je vais faire ça. Excusez-moi. Pourquoi que j'ai pas, j'arrive pas, j'ai pas tout l'écran. Bref. Donc, je voulais faire un Slack spécial par rapport à justement Damien, puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le président au niveau du Lions Club Paris-Vent d'Ouest. Il s'occupe de la commission service. Donc, il est en charge de la réalisation de tout ce qu'on fait, des actions ou aussi bien des œuvres. Et là, vous avez différentes actions qui sont classées, aussi bien des actions mondiales. Donc, il y a des priorités au niveau du Lions Club, la cécité, le diabète, il y a 5 grandes causes, mais en même temps aussi des actions nationales et au niveau régional. Donc, le Téléthon, vous avez un petit peu la description de toutes ces actions. Et puis, au niveau du Lions Club, des actions spécifiques par rapport à Paris-Vent d'Ouest, où vous avez le descriptif, donc des projets au niveau d'animation avec des jeunes en situation de handicap, un projet aussi de tout ce qui est compétition, handisport, etc. Mais ça, c'est Damien vous en parlera tout à l'heure. Et puis, différents types de manifestations, puisque la plupart des personnes, enfin des personnes, les membres, ils sont très, entre guillemets, branchés, tout ce qui est moyen de locomotion avec le bateau, les rallyes, etc. Mais là, du coup, on a été un petit peu bloqué avec le Covid. Donc, l'importance aussi, c'est de trouver des sponsors pour financer les différentes réalisations du Lions Club. Et puis en même temps, de participer aux autres actions des Lions Club, comme ce que je vous ai dit, les actions prioritaires avec la cécité, le diabète, etc. Donc, au niveau des animations, au niveau du Lions Club, notamment, on travaille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on travaille avec un IME, donc un institut médico-éducatif sur la Baule. Et donc, on a déjà fait quelques actions, mais ça, peut-être que je vais passer la parole après à Jean-Paul pour qu'il nous explique plus en détail. Et puis, il y a aussi un projet de grande envergure, c'est pour ça animation au long cours, avec des actions qui vont être menées autour d'un bateau et d'un équipage qui va faire le tour du monde. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec des jeunes en situation de handicap, de pouvoir relayer ce qui se passe au niveau du bateau, au niveau où l'équipage se trouve, de relayer un petit peu tout ce qu'ils font par rapport au Lions Club, donc Paris-Vent d'Ouest, et puis d'autres actions comme des actions avec des jeunes qui sont en situation de handicap dans des établissements bien spécifiques, avec toujours l'idée de pouvoir relayer toutes ces actions-là avec des sponsors et des grosses sociétés. Et voilà, donc vous avez la diapositive par rapport à ce grand projet, on va dire, à l'international, un bateau qui navigue autour du monde, et puis de pouvoir relayer tout ce qui se passe sur le bateau avec des jeunes en situation de handicap, sur la Baule ou dans d'autres villes, on va voir après ce qui se passe. Et puis donc de pouvoir faire découvrir à des jeunes qui ne sont pas forcément dans les situations de pouvoir voyager sur un bateau ou de voir ce qui se passe. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et donc de faire découvrir à tous ces jeunes en situation de handicap, d'avoir une part de rêve qui peuvent se réaliser par rapport à cette expérience du bateau qui navigue autour du monde. Voilà, donc un dernier mot, donc les perspectives au niveau du Lions Club. L'idée, c'est que Paris-Vent d'Ouest, ce soit un référent, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, au niveau
du Lions Club International comme un leader, entre guillemets, de cette nouvelle branche qui se développe avec les Lions Club Passion. Hein, ça, c'est un édito du président international Choi en 2020. Il a bien insisté sur ça. Et donc, il explique que rien ne peut se construire, que ce soit un club, une association, une entreprise, sans avoir une vision. Et donc, l'idée, c'est qu'on se démarque comme un e-Lions Club de référence. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ça, on verra par la suite. Mais c'est vraiment très important pour nous. Et donc, par rapport à tout ce qui est Web 2.0, on a déjà créé un site Internet, une page LinkedIn Paris-Vent d'Ouest, une page Facebook. Et puis donc, vous y participez ce soir à un cycle de conférences qu'on a appelé Conf PVDO, donc un cycle de conférences sur le web avec des spécialistes comme Damien, de manière à pouvoir nous rencontrer, sans pour cela aller rencontrer en présentiel. C'est ça qui est intéressant avec le Web 2.0. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vais arrêter de partager l'écran un petit instant. Voilà, ok, on fait ça. Je reviens et tout le monde est là. Donc, si tout le monde a bien entendu, peut-être un mot de la part de Jean-Paul et puis après, Damien, c'est à toi pour ta webconférence. Jean-Paul, à toi de demander la réactivation du micro. Pourquoi il ne veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, c'est bon. On t'écoute, Jean-Paul. Oui, ça donne un aperçu de notre club et du Lions Club en général. Je compléterai éventuellement sur les autres actions que nous réalisons, ce que tu appelles les actions au long cours. Je laisse la parole à Damien et je serai à vos dispositions après la conférence de Damien. Ok, Damien. Ok, à moi. Donc, avant même de débuter, sur les slides précédentes, vous avez pu voir parfois enfants en déficit. C'est déficit d'autonomie. Je tiens à le préciser, visiblement, autonomie n'apparaissait plus. Je tiens à le rappeler pour pas, parce que c'est vrai que le mot brutalement, écrit comme ça, de la sorte, ça pouvait avoir de légères incompréhensions. Mais c'est déficit d'autonomie. Bonsoir à toutes et à tous, même si on s'est salué quasiment presque individuellement là tout à l'heure. Comme l'a précisé Alexandre, je suis expert en handicap en entreprise, moi, depuis maintenant, ça va faire plus de 11 ans. Au départ, dans une grande entreprise dans laquelle j'étais moi-même tout seul, puisque j'étais indépendant. Et puis, par la suite, en créant 2 structures, un cabinet de conseil et de stratégie en politique handicap qui s'appelle Quid, et puis une autre structure qui est une plateforme digitale de sensibilisation handicap qui s'appelle El Gamino. Voilà pour la présentation. Alors, il y en a certains d'entre vous, certains ou certaines personnes d'entre vous, entre autres Simona, mais oui, Véronique, bien évidemment, on a parfois longtemps échangé. Voilà pour la présentation de qui je suis. Donc aujourd'hui, on fait une conférence, le but était de faire une conférence sur autisme et emploi, en fait, avec alors la terminologie autiste et autisme. Alors je sais que parmi vous, certains sont concernés de manière très proche, soit pour l'être, soit pour avoir dans un entourage très proche des gens qui peuvent l'être. Alors même si maintenant on parle plutôt de TSA, du trouble du spectre de l'autisme, ou du trouble du spectre autistique. Alors pourquoi on n'emploie plus de TSA que autisme? C'est qu'en fait, souvent à travers l'autisme, on y mettait parfois, et ne le prenait pas mal du tout l'expression, mais un peu tout et n'importe quoi. Il y avait de la peine un petit peu à donner certaines dimensions avec certaines réalités ou des choses comme ça. Alors, en employant le terme trouble, déjà, ça permettait de préciser que l'autisme est un trouble, n'est pas une pathologie. Donc, déjà, ça permettait, d'un point de vue sémantique, de pouvoir l'affirmer. Puis après, dans ce côté un petit peu dimensionnel, en fait, de TSA, où en fait, on s'aperçoit qu'il y a des degrés un petit peu, on va dire, un petit peu d'une grande diversité, je serais tenté de dire, ou de spécificité d'autisme. Donc, c'est pour ça qu'on parle plus souvent de TSA. Alors après, j'emploie aussi le terme autiste ou autisme, donc ne soyez pas choqués si je l'emploie, ou si tant est que vous le soyez, n'hésitez surtout pas à me le dire, parce que vous pouvez m'interrompre quand vous le souhaitez. Donc avant de commencer, je dirais pour débuter, comme je l'ai dit, même si certains d'entre vous, certaines d'entre vous connaissent extrêmement bien le sujet, ça me paraissait important de rappeler un peu ce qu'était l'autisme.
comment ça se traduit, enfin, ou autre, hein, quelles sont un petit peu les spécificités hein, du TSA. Hein. En fait, hein, on parle souvent, alors quand je dis le TSA, on parle souvent aussi de triade autistique, hein, donc avec des troubles du comportement, troubles de la communication et du langage, troubles aussi alors, de l'interaction sociale aussi, hein, très souvent, alors qui peuvent se traduire de différentes manières hein, dans le trouble du comportement et selon les situations, hein, bien évidemment. Hein. On peut tomber, enfin, tout du moins dans les excès, ça peut être de la stéréotypie, hein, c'est-à-dire un geste répétitif répété sur plusieurs heures, même parfois sur des journées entières, journées et nuits entières dans certains cas. Parfois, ce qu'on appelle aussi flapping avec les mains, hein, voilà, aussi bien sur le visage, sur le corps ou éventuellement sur quelqu'un d'autre. Quand on est là sur le trouble du comportement, il y a plein d'autres, hein, mais je ne suis pas là pour vous faire un entre guillemets, diagnostic médical. Hein, c'était surtout pas le but, moi, de la démarche. Après, il y a les troubles qu'on peut considérer parfois troubles du langage et de la communication. Et vous allez vous apercevoir hein, que quand on parle justement de PSA, on mélange un peu, on dit toujours que ce sont les 3 troubles. Et certaines personnes peuvent n'avoir qu'un trouble parmi ces 3-là. D'autres ont ces 3-là à des degrés bien évidemment différents. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de faire une généralité. Et je ne me permettrai pas justement de dire que c'est comme ça que ça se passe. Justement, j'essaie on va dire, d'ouvrir le spectre, on va dire, entre guillemets, hein, le plus large possible, et que bien évidemment, et je répondrai aux questions bien évidemment beaucoup plus précises en fin de conférence. Donc après, il y a ce qu'on appelle les troubles de l'interaction sociale, un trouble on dit qu'il y a des difficultés parfois relationnelles. Alors moi, je serais tenté de dire que ce ne sont pas des difficultés relationnelles, c'est qu'en fait, très souvent, les personnes étant avec des troubles du spectre de l'autisme, du spectre autistique, hein, sont souvent un petit peu dans un environnement et tout simplement peut-être différent du nôtre, en fait. Donc, est-ce que c'est nous qui avons raison quand on est neurotypique? Parce que vous allez vous apercevoir hein, que dans l'autisme, on parle souvent de neuroatypie ou de neuroatypique quand on parle de la personne, et que très souvent, l'antonyme hein, de cette neuroatypie, hein, c'est la neurotypie. Donc, je serais tenté de dire, c'est de trouver le moyen peut-être de trouver les liens. Et vous allez vous apercevoir hein, que dans l'emploi, il y a vraiment des passerelles qui existent. Hein, il y a vraiment des choses qui sont à faire. Et heureusement, il existe des solutions. Alors, je n'ai pas de baguette magique, hein, vous allez vous apercevoir qu'il y a encore d'énormes efforts à faire, mais justement, si vous êtes, je ne sais plus, on est 17 connectés, si je retire, on va dire, les 3 organisateurs, ça fait 14 personnes qui sont concernées. Enfin voilà, au fur et à mesure, s'il y a de plus en plus de personnes impliquées, investies sur le sujet ou autre, je suis convaincu qu'on y arrivera. C'est pas à pas, chaque jour, il faut avancer sur ce sujet-là. Et après, il y a ce qu'on appelle parfois les troubles du langage et de la communication. Donc là, sur le langage, il peut arriver aussi que parfois hein, des personnes soient pas ou peu oralisées ou oralisées tardivement ou autre. Alors maintenant, il existe aussi des méthodes, hein, ce qu'ils appellent les méthodes éducatives et comportementales. Alors, je ne vais pas toutes les citer hein, parce que je ne veux pas dire qu'il y en a une nouvelle tous les mois parce que ce serait quand même exagéré. Mais par exemple, il peut y avoir PEX, hein, il peut y avoir, comment dire, Teach aussi, alors ABA, bien évidemment, Denver, il y en a d'autres hein, sur ces méthodes éducatives enfin, et comportementales, alors qui sont plutôt destinées hein, aux jeunes enfants hein, atteints d'autisme, mais je sais qu'il y a d'autres méthodes qui s'appliquent aussi, soit à l'adolescence, soit aux jeunes adultes, soit même aux adultes par la suite. En fait, tout ça pour vous dire que quand on a fait ce constat, entre guillemets, hein, sur l'autisme, la prévalence hein, sur l'autisme, c'est à peu près 1% de la population. C'est-à-dire qu'en France, on considère, même s'il n'y a pas de statistiques extrêmement sur le sujet, comme d'ailleurs dans beaucoup de cas dans le handicap, hein, parce que pour intervenir sur d'autres champs du handicap, on souffre, entre guillemets, de manque de statistiques récentes. Là, en l'occurrence, quand on parle de TSA, quand on parle du trouble de l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme, on parle de 1% de la population, ce qui représenterait à peu près entre 600 000 et 700 000 personnes en France. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est la ville de Nantes et la ville de Rennes, pour les gens qui sont dans l'Ouest, hein, c'est la ville de Nantes et de Rennes additionnées. Je pense que c'est la ville de Strasbourg avec peut-être une autre, enfin 700 000 personnes, hein, je pense que c'est la ville de Lyon, je pense à peu près en nombre d'habitants, hein, pour vous représenter un petit peu à l'échelle nationale. Donc c'est 1% de la population. Et quand vous allez voir, quand je vais vous donner les chiffres sur le taux d'emploi des personnes autistes en France, et comparativement à ce qui peut se faire à l'étranger, pour vous donner un ordre d'idée, en Australie, c'est 42% des personnes autistes qui sont en emploi, qui ont un minima un mi-temps, en fait, 42%. Au Royaume-Uni, on est de l'ordre de 15%. Aux États-Unis, on est de l'ordre, que je ne me trompe pas, 58%, ont au moins exercé au moins une fois un emploi à temps plein
on serait plus proche de l'ordre de 30 à 35%. Et en France, est-ce que vous pourriez avoir un ordre d'idée du taux d'emploi en France des adultes étant autistes ou ayant un trouble du spectre autistique? Quelqu'un d'entre vous peut prendre la parole. 1%, c'est Combien? lamentable en France. C'est Alors, très peu. c'est Véronique qui m'a répondu, c'est ça? 1%? Ouais, alors il y a même des chiffres qui annoncent même un peu moins. Il y a même des chiffres qui annoncent 0,5%. Ouais, je sais bien. On est Ouais, vraiment sur des chiffres, mais extrêmement bas. Pour le coup, alors pour plein de raisons à ça, hein, c'est que je pense que le monde de l'entreprise, quel qu'il soit, hein, d'ailleurs aussi bien secteur privé que secteur public, a longtemps délaissé alors, le champ du handicap, entre guillemets, de manière générale, et le champ de l'autisme. Alors là, ça a été, comment dire, ça faisait peur de recruter, très souvent. On ne savait pas comment faire, on ne savait pas comment s'y prendre. À la décharge aussi parfois de certaines entreprises, il n'y a pas toujours eu non plus en face des centres de formation qui ont pris en charge aussi des jeunes élèves pour les faire monter en compétence sur le sujet, parce qu'on s'aperçoit qu'on c'est pas parce qu'on a des troubles du spectre autistique qu'on n'a pas de compétences. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus qu'on n'a pas d'aptitude à exercer des métiers. On le sait, hein, des métiers, entre autres, hein, et je fais toujours de manière générale, mais en fait, des métiers dits répétitifs, des métiers de précision peuvent exercer, et parfois avec succès, et parfois avec, comment dire, ouais, grand succès. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai assisté, je me souviens, c'était pas l'année dernière, parce que Covid, mais ça devait être en 2019 ou 2018, hein, d'une conférence de Joseph Chovanec. Alors, je pense que la plupart d'entre vous doivent le connaître. Véronique, je me doute que tu as peut-être assisté ou même le rencontré. Donc, Joseph Chovanec, hein, qui est quelqu'un de absolument brillant, alors brillant humainement, brillant intellectuellement ou autre, et qui expliquait que dans cette conférence qu'il en avait marre, pour ne pas dire ras-le-bol, parce que j'ai employé le mot qu'il a dit au cours de sa conférence, qu'il en avait ras-le-bol d'entendre dire que, par exemple, les personnes Asperger excellaient dans le domaine informatique et particulièrement dans le codage. Alors, comme il le dit, bien évidemment, il y en a qui excellent, mais tout le monde n'excelle pas, en fait. En fait, on essaie à chaque fois de crier au génie, je le précise bien en plusieurs mots, hein, crier au génie, de crier au génie sur certains, ce qui voudrait dire que certains auraient des capacités, excusez-moi l'expression, mais parfois surnaturelles, et puis malheureusement, d'autres seraient réduits à néant, et pour le coup, ne pourraient pas être en emploi. C'est là la grande difficulté qu'on a en France, c'est qu'on avait une perception de l'autisme qui était complètement tronquée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le champ médical, hein, je ne suis pas médecin et je ne veux surtout pas me substituer au corps médical, mais si on va au-delà de ça, je pense que parfois la médecine n'a pas toujours non plus joué son rôle sur cet aspect-là concernant l'autisme. Tout ça pour dire, c'est que moi, il faut capitaliser, impérativement, il faut capitaliser sur les forces de quelqu'un, un jeune autiste, jeune adulte ou adulte, hein, ou autre, hein, peu importe. Il faut capitaliser sur ses forces, mais je serais tenté de vous dire, bon, Simona, on te connaît un peu, hein, on a déjà échangé, mais comme on peut le faire dans une entreprise, quand on fait de la gestion de talent, quand on fait du recrutement, indépendamment que la personne soit autiste, en situation de handicap ou que sais-je. Enfin, je veux dire, on a tous des aptitudes pour faire des choses. On a tous une appétence sur certains sujets et on a tous des sujets sur lesquels on a beaucoup moins d'appétence. Enfin, moi, dans mon cas personnel, hein, moi, vous me faites ouvrir un capot avant d'une voiture et vous me dites, Damien, il est temps de réparer la voiture. Je peux vous assurer que mon premier réflexe, ça va être de refermer le capot et de dire, moi, voilà, j'ai des gens bien plus compétents dans un concessionnaire, enfin, un garage automobile, je n'y connais rien. Ça ne m'intéresse pas. Tout ça pour vous dire qu'on a tous une appétence sur certains sujets et sur d'autres beaucoup moins. Je vous passerai le détail du bricolage, ou parfois un marteau et une pointe, je ne sais pas sur lequel il faut taper, mais voilà, ça je referme la parenthèse et je ne vais pas vous raconter, entre guillemets, toute ma vie personnelle. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est exactement ça, c'est de mettre en place tous ces systèmes de considérer les forces, les compétences, comment les acquérir aussi, comment faire en sorte que l'école puisse permettre à des jeunes autistes de poursuivre aussi un cursus de formation. Moi, je vais vous citer quelques exemples. Hein. Moi, j'ai des gens qui m'appellent en septembre ou en octobre pour me dire, mais Damien, comment je fais? Moi, j'ai mon fils ou ma fille, ça aussi est important, hein, l'autisme peut aussi toucher les femmes, vraiment aussi certaines idées reçues, hein, où on entend trop souvent que c'est essentiellement masculin ou autre. Je pense qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui peuvent être autistes. Hein.
à le rappeler quand même. Donc ces gens-là m'appellent pour me dire, mais Damien, mon fils ou ma fille rentrait en troisième ou rentrait en seconde, il était accepté dans tel collège, dans tel lycée ou elle, et on m'a dit, il a fait la rentrée le 2 septembre, et à partir du 15 septembre, j'ai été déjà convoqué 2 fois par un tribunal, hein, parce que là, vous avez le directeur, l'ensemble des professeurs qui viennent vous dire, mais comment on fait? Nous, on peut pas accepter votre fils ni quoi que ce soit. Et donc, au 15 septembre, qu'est-ce qu'on en fait? Ces gens-là sont déscolarisés, avec très souvent pas de structure derrière pour permettre de répondre à cet aspect-là. Donc là, qu'est-ce que l'on fait? En fait, alors, très souvent, il y a des parents qui mettent en place une solution, je dirais, d'urgence entre guillemets, à l'échelle de la cellule familiale. Hein. En fait, très souvent, c'est ce qui se passe. Mais quand les parents le peuvent, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, selon un environnement, selon aussi une situation financière, hein, il y a plein d'aspects. Et donc là, c'est comment faire en sorte aussi que l'école joue son propre rôle. Parce que si son rôle, c'est simplement de les accepter en juin, au moment de l'inscription, ou début juillet, au moment de l'inscription, mais qu'au 15 septembre, on dit ben non, nous, on ne sait pas faire, c'est pas normal. Le rôle, c'est de les accompagner vraiment jusqu'au bout. Et quand je dis ça, j'ai des exemples à vous citer. J'en ai pas 50 hein, ou 100, j'en ai bien plus à vous citer. Et je pense que Véronique, dans tes différentes actions, et je cite Véronique, mais je pense qu'il y en a d'autres hein, aussi hein, qui assistent à la conférence, je pense qu'il y en a plein d'autres où on a mille et une malheureusement références de ce type à pouvoir citer. Donc, ce qui est aussi dramatique. Mais tout ça pour en revenir, c'est comment faire en sorte que l'entreprise puisse à un moment donné se dire mais comment je vais faire pour recruter quelqu'un en situation de handicap de manière générale, en l'occurrence là, de quelqu'un ayant des troubles du spectre autistique ou du spectre de l'autisme. En fait, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, est-ce que dans ma démarche, quand je veux recruter, est-ce que ma démarche est bonne? Est-ce que d'envoyer une annonce sur un job board, hein, quel qu'il soit, je vais en citer quelques-uns, Indeed, Monster, parce que comme ça on ne fera pas de pub, je dirais comme faisant de la pub, est-ce que c'est bien? Est-ce que de passer son annonce sur LinkedIn, est-ce que c'est bien? Est-ce que de convoquer la personne à un entretien d'embauche, selon l'emploi, hein, bien évidemment, mais est-ce que c'est le choix idéal? Moi, je vais vous dire une chose, je pense que non. Je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'on a des méthodologies parfois de recrutement qui datent d'il y a 50 ans. On n'a rien changé, en fait. Sauf qu'on a changé le support. C'est-à-dire que quand les entreprises, il y a 30 ans de ça, je ne vais pas faire mon vieux soldat, mais je vais avoir 53 ans. Moi, quand je suis sorti de mes études, je regardais les offres d'emploi. De mémoire, il y avait le Figaro, je crois, qu'il y avait un truc, je crois, tous les lundis ou tous les vendredis. Et il y avait un autre journal et il fallait éplucher les offres d'emploi dans le journal. Ça n'a pas changé, sauf que maintenant, c'est plus en format papier, maintenant, c'est sur le net. Mais en fait, grosso modo, vous regardez les annonces qui passaient il y a 20 ou 30 ans et celles de maintenant, elles ont guère changé. Hein. On veut quelqu'un de motivé, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, motivé, quelqu'un de dynamique, ce que ça veut dire, moi, dynamique, quelles que soient les annonces, quels que soient les postes. Et en fait, je pense que quand demain, si on veut véritablement que la société soit inclusive, et particulièrement sur l'autisme, pour le coup, il va falloir ouvrir ces champs-là, c'est-à-dire de ne plus être dans cette démarche-là. C'est-à-dire de dire, mais si je recrute, moi, je ne recrute pas quelqu'un sur un poste bien précis ou autre, ou tout du moins, si c'est sur un poste bien précis avec une compétence particulière, c'est de se dire, mais est-ce que c'est utile de faire passer une annonce? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se faire connaître? Par le maillage peut-être des associations, ça peut être le cas. Je ne sais pas, par d'autres moyens, en fait, parce qu'on sait que la lecture peut être un frein pour les personnes autistes, hein, je veux dire, l'accès à la lecture, la compréhension de la lecture. On sait aussi que le fait de passer un entretien, et d'ailleurs ça concerne tout le monde, le fait de passer un entretien, c'est stressant de passer un entretien. C'est une situation qui est un peu particulière. Peu importe pour quel job vous allez candidater, votre job, c'est pas de passer l'entretien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un métier qui est de je vais passer les entretiens tous les jours. C'est pas ça. En fait, ça n'existe pas. Et en fait, là, on met dans des conditions très particulières. En fait, pour le coup, donc, qui est extrêmement stressant, avec certains qui parfois peuvent avoir le trac. Hein, je parle de manière générale. Et là, pour le coup, vous avez les personnes autistes qui, elles, cet environnement-là, cet environnement aussi, peut-être ce manque d'interaction sociale ou une communication un peu particulière quand vous êtes dans un entretien d'embauche, c'est de se dire, mais comment faire pour justement instaurer quelque chose? Eh bien justement, là pour le coup, c'est de se dire, est-ce que ce ne serait pas à l'entreprise d'aller au-devant des personnes petites? Est-ce que ce ne serait pas à l'entreprise d'aller d'inverser envers, je dirais, le job dating, plutôt que ce soit par exemple des candidats qui viennent, candidates hein, qui viennent vers les entreprises, que ce soit les entreprises qui aillent vers les candidats pour le coup, pour être dans leur environnement, pour être à un moment donné
dans un environnement, j'employais le terme safe qu'on utilise un peu à tour de bras là, depuis 1 an et demi, malheureusement avec la Covid, et néanmoins, c'est de se dire pourquoi ne pas aller dans ce sens-là. Là, je parle vraiment en amont de tout ça. Et en fait, c'est ça ce qu'il faut instaurer. Il faut vraiment aller vraiment plus loin, vraiment travailler. Et quand je dis ça, c'est travailler avec les associations, travailler avec les entreprises, mais c'est aussi travailler, bien évidemment, avec les personnes autistes, parce que c'est elles qui sont actrices, qui vont être moteurs dans cette démarche-là et tout, et c'est de les impliquer, c'est de leur faire comprendre comment on peut demain trouver un job, parce que c'est nécessaire financièrement, c'est nécessaire aussi dans une quête d'autonomie, dans une quête de réalisation sociale, mais après, c'est comprendre aussi, si demain on recrute quelqu'un qui est par exemple autiste, souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé des différents troubles, et entre autres, il y a souvent quand même celui de difficultés relationnelles ou d'avoir ce que j'appelle des interactions sociales un petit peu différentes, ou tout du moins sur un format différent. Et en fait, c'est de se dire, comment je peux faire? Eh bien, je ne vais peut-être pas convoquer cette personne-là à un entretien, je vais faire la démarche différemment. Si je recrute cette personne-là, c'est peut-être aussi de lui mettre un environnement de travail aussi approprié. C'est-à-dire, je vois, moi j'ai certaines entreprises, clientes qui ont des open space, parfois avec plus de 150 personnes sur l'open space. 150 personnes, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, soit les gens, même ceux qui parlent à voix basse, il faut vous assurer que 150 personnes qui parlent à voix basse, ça fait du brouhaha, ça fait du bruit. Néanmoins, c'est peut-être trouver l'environnement le plus approprié. Peut-être d'être dans un environnement, alors, je ne dis pas d'être seul dans le bureau ou seul dans sa tâche, mais tout du moins, peut-être dans un environnement, peut-être avec 2, 3, peut-être 4, 5 personnes. Donc, ça c'est de trouver. C'est de trouver aussi le moyen d'avoir un éclairage. Alors, ça peut paraître anecdotique, dit comme ça, mais l'éclairage est hyper important. J'ai un client, son siège est dans une des grandes tours de la Défense. Alors, je ne sais pas pourquoi je précise grande tour, parce qu'elles sont toutes grandes. D'ailleurs, j'ai l'impression que toutes celles qui construisent sont encore plus grandes que les précédentes. Je ne sais pas jusqu'à quel moment ça va s'arrêter. Donc, c'est dans une des tours. Et en fait, ils ont un éclairage, vous savez, les éclairages LED et tout, qui donnent une ambiance un peu particulière. Autre, et j'ai parmi leurs collaborateurs, il y a une jeune collaboratrice qui a différents troubles, entre autres le trouble autistique, mais qui a aussi quasiment les 7 troubles 10 qui existent, parce qu'il y en a 7. Je crois qu'elle a les 7. Donc, en fait, elle me dit, mais moi, Damien, cet environnement-là, je ne peux pas. Elle ne peut pas travailler, en fait. C'est-à-dire que la lumière, la luminosité ne peut pas lui permettre de travailler. C'est d'ailleurs pour ça que je ne sais pas si vous avez vu certaines communications qui sont faites, entre autres par la grande distribution. Il y a Intermarché, je crois, il y a Super U, je crois, qui avait mis les accents, où certains jours, à certains créneaux horaires, ils expliquent que leur magasin n'a plus la même lumière, ils baissent l'intensité de la luminosité, ou ils changent la luminosité, et surtout, ils arrêtent de passer de la musique, en fait. C'est-à-dire que il n'y a plus de son, enfin tout du moins plus de son artificiel, si ce n'est le son des personnes, bien évidemment, qui se déplacent, mais il n'y a plus de fond sonore, en fait, voilà, je suis en train de chercher le terme, il n'y a plus de fond sonore. Et bien, c'est peut-être vers ça qu'il faut tendre, en fait. C'est ça qu'il faut tendre dans l'échelle de l'entreprise. Là, je cite la grande distribution. Alors, je sais, on a taxé la grande distribution oui, mais c'est pour se faire bien voir, pour attirer. J'aurais tenté de dire, ils ne le faisaient pas avant. Donc, moi, toute démarche qui est faite, elle va plutôt dans le bon sens. Alors après, je me dis, s'il faut toutes les personnes autistes à y faire leurs courses juste entre 14h et 15h le jeudi, ça va être un brin compliqué. Enfin, s'il y a les créneaux horaires, il va peut-être falloir à un moment donné peut-être les agrandir ou autre. Oui, Dominique, je confirme, il y a aussi des cinémas qui font ça. Je suis désolé, je vois dans le fil de conversation, mais Dominique, en effet, il y a des cinémas aussi qui ont procédé. Tout ça pour dire, il va falloir aussi que l'environnement professionnel, et là, la démarche, elle n'est pas de dire, là, je parle à l'échelle de l'entreprise, elle n'est pas de dire, OK, moi, je recrute demain des jeunes autistes ou des personnes autistes dans mon effectif. Ça n'est pas que ça, parce qu'on sait que si on recrute demain des personnes autistes, ça veut dire l'environnement dont j'ai parlé, ça veut dire aussi peut-être, selon bien évidemment le degré ou la dimension d'autisme de la personne, mais ça peut être aussi un accompagnement, un tutorat ou autre. Donc, c'est-à-dire, on ne se limite pas à dire je fais du quota pour du quota. De toute façon, sachez une chose, enfin, moi, ça fait 11 ans que je fais ce métier. Toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qui ont fait une démarche de politique handicap pour se dire allez, on recrute à tout va parce que, je vous la fais courte et en synthétique, j'en ai marre de payer la contribution à GFIP, donc il faut absolument qu'on atteigne les 6%. Je peux vous assurer, alors, déjà, elles n'ont jamais atteint les 6%, et 2, elles se sont toutes cassées la figure,
sur leur politique handicap, hein, je ne dis pas après sur l'activité même, mais elles se sont toutes cassées la figure sur la politique handicap. En fait, il faut vraiment que ça soit quelque chose de plus, alors déjà de plus investi, il faut que ça corresponde à l'ADN de l'entreprise, quelle qu'elle soit. Ça marche aussi à l'échelle publique, hein, ce que je viens de dire. À l'échelle publique, la prise de décision est parfois un petit peu différente que dans le secteur privé. Mais tout ça pour dire qu'il est important que l'entreprise mette en place ce type de choses, ce type d'action. Donc, ce type de tutorat, ce type aussi d'approche aussi managériale. Le management empathique, ce n'est ni consoler, ni conseiller, ni convaincre, c'est simplement comprendre l'autre. Alors, je suis désolé, ça fait beaucoup de cons si vous prenez que les premières syllabes, mais c'est exactement ça. C'est ni consoler, ni conseiller, ni convaincre, c'est simplement comprendre l'autre. Quand vous avez compris ça, ça fonctionne pour tout, en fait. À l'échelle familiale, à l'échelle amicale, à l'échelle professionnelle, que vous soyez dans une toute petite structure, que vous soyez dans une méga structure. Simona, dans sa présentation, s'expliquait, c'est 150 000 personnes, hein, c'est ça dans le groupe en tout, hein, autre. Enfin voilà, que vous soyez dans une entreprise, chez un artisan, et c'est pas du tout péjoratif, hein, avec 5 collaborateurs ou 6 collaborateurs, ou que vous soyez dans des structures à plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs, ce système-là fonctionne. En fait. Il faut absolument que le management empathique soit la référence pour tout. C'est-à-dire qu'on l'enseigne à l'école. J'ai la chance d'intervenir dans 2 écoles de commerce, une qui s'appelle Kedge, donc j'interviens sur Kedge Marseille et puis Kedge Bordeaux, et j'interviens aussi dans une autre école qui s'appelle GEM, donc c'est Grenoble École Management en fait. Et à Grenoble, ils ont créé, eux, c'est comment dire, une option, hein, ils ont créé ce qu'ils appellent le certificat de management empathique, de management inclusif. Donc j'y interviens depuis le début, hein, ça fait 4 ans. Il y a 4 ans, quand on a commencé, on avait, je crois, la première année, je crois que c'était 18 élèves, il me semble, hein, qui devaient être là. À aujourd'hui, la dernière session là, qui a pris fin, ils ont passé leur examen, la dernière session qui a pris fin, ils étaient 125. 125. Donc on est passé de 18 à 125 personnes. Donc ça veut dire, quand je vous disais tout à l'heure que c'est en marche en fait. On avance sur le sujet. Alors, je suis d'accord hein, avec vous, hein, on n'avance certainement pas assez vite, ça c'est une évidence. On fait encore des trop petits pas, mais on fait des pas en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on continue de faire des pas. Alors, je suis d'accord avec vous, il faudrait peut-être les faire plus grands, peut-être les faire plus rapides, courir, j'en sais rien. Mais néanmoins, l'essentiel, c'est de faire des pas et on continue d'avancer. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour illustrer un peu plus mon propos, hein, j'ai eu le cas et j'ai été confronté, enfin, tout du moins un jour, j'interviens dans un grand cabinet de strat parisien, enfin, tout du moins qui sont sur l'Europe entière. Et je fais une conférence. C'était là sur le handicap invisible, comment parler du handicap invisible dans l'entreprise. Et le numéro 2 de ce cabinet, hein, c'est 30 000 collaborateurs hein, sur la France entière. Hein. Le numéro 2 vient me voir, il me dit « Monsieur Caillot, j'aimerais bien vous parler et tout en privé ». Donc, on s'en va derrière dans un bureau après ma conf et il m'explique sa situation. Il m'explique que voilà, son fils cadet est autiste, passionné de pâtisserie, son fils, passionné, mais vraiment passionné. Hein, c'est-à-dire au point même que, comme il me dit parfois, on en avait un peu marre des gâteaux. Quoi. Parce que faisait des gâteaux tout le temps. Alors, des gâteaux pour les occasions, hein, bien évidemment, les anniversaires ou autres, mais aussi à tout moment, enfin voilà, il faisait des gâteaux. Mais véritablement passionné et aussi véritablement avec talent, en fait. Donc, ce garçon-là a fait, donc, à sa sortie de 3e, est rentré dans un cursus un peu plus professionnel, donc de CAP, BP ou autre. Il a même fait une spécialisation sur une dernière année et tout. Et là, il me rencontrait parce qu'il me dit, voilà, mon fils va arriver, il a terminé ses études, il vient d'avoir son diplôme, qu'il avait eu brillamment d'ailleurs, et il me dit, il va être sur le marché de l'emploi, et il me dit, moi je suis démuni. Je suis démuni. Je vous répète, hein, le numéro 2 d'un cabinet de strat avec plus de 30 000 collaborateurs, qui a un réseau professionnel long comme le bras, enfin, ou de mes 2 bras, enfin, ou que sais-je, ou autre, enfin voilà. Là, je me dis, mais comment ça, vous êtes démuni, enfin, il peut chercher un travail, enfin voilà, ou autre. Et en fait, lui, il était complètement démuni parce que, en soi, son fils, alors déjà, c'était un univers qu'il ne connaissait pas, hein, l'univers de la pâtisserie, enfin, ou autre, restauration de manière plus large. Donc, c'est un univers qu'il ne connaissait pas. 2, il avait pas ou peu de réseau dans ce cadre-là, enfin, dans ce milieu-là. Et en fait, il me dit, moi, vous comprenez, mon fils, pour des raisons de standing, c'est fabuleux, hein, pour des raisons de standing, il me dit, j'aimerais bien qu'il aille travailler plutôt dans un établissement luxueux ou autre.
Et là, je le regarde, je lui dis, mais vous savez, si votre fils a envie d'aller travailler dans la pâtisserie qui est au coin de la rue, qui s'appelle Trucmuche, parce que j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais voilà, ne retenez pas le nom, hein, qui s'appelle Trucmuche, l'essentiel, c'est que votre fils soit épanoui. Bon, visiblement, le fils, soit avait été persuadé par le papa, enfin, ou autre, peu importe, mais le fils avait l'air d'être, parce que je l'ai rencontré par la suite, avait l'air aussi d'être dans cette démarche-là. Et moi, parmi mes clients, j'ai Pierre Hermé, la société, hein, pas Pierre Hermé, enfin, même si je l'ai rencontré à deux reprises, mais j'ai la société Pierre Hermé. Donc, Céline Lano, hein, qui est la DRH de Pierre Hermé, je l'appelle, je lui dis, voilà, j'explique. Alors moi, je sers là, à ce niveau-là, je sers que d'entremetteur. Hein. J'ai rien d'autre. Je me dis, voilà, j'ai quelqu'un qui m'a sollicité. Visiblement, le garçon, enfin, moi, je l'ai rencontré, il a l'air brillant et tout, enfin, dans ce qu'il fait. Mais je dis, mais moi, à mon niveau, je suis incapable de savoir qui est brillant en pâtisserie ou pas. Enfin, sauf de goûter, peut-être éventuellement la pâtisserie, mais bon, à un moment donné, il faudrait que je change de métier. Mais pour le coup, voilà, je lui ai dit, est-ce que tu veux le rencontrer? Elle me dit, oui, oui, pas de souci et tout, je le rencontre et tout. Donc, son papa l'accompagne. Son papa l'accompagne jusqu'à la porte, hein, ne va pas à l'entretien avec lui. L'entretien se passe très très bien. Et Céline me rappelle et elle me dit, mais Damien, je n'ai jamais vécu ça. Il faut savoir que chez Pierre Hermé, hein, dans les pâtissiers qu'il recrute, c'est à minima champion de France, MOF, et après des champions d'Europe et des champions du monde. Enfin, on est vraiment dans le haut du panier, si vous m'autorisez l'expression, en termes en termes de distinction et éventuellement enfin, de choses comme ça ou de titres. Et elle me dit que j'ai jamais vu ça. En fait, Guillaume, parce qu'il se prénomme Guillaume est arrivé avec un book. C'est-à-dire que tous les gâteaux qu'il avait fait depuis sa plus tendre enfance, il avait un book du gâteau. C'est-à-dire du produit fini, il avait systématiquement pris en photo son gâteau et tout, avec la recette à côté, les compositions et tout. Elle me dit, mais Damien, elle me dit, heureusement que j'étais assise, parce qu'elle me dit, moi j'ai rencontré des gens, enfin voilà, qui étaient aussi assez fabuleux autres. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a apporté un book autre. Tant et si bien que ce Guillaume dont je vous parle, il est actuellement embauché chez Pierre Hermé maintenant depuis 3 ans. Au départ, au siège, ils ont un siège en région parisienne, mais maintenant il est à la boutique des Champs-Élysées. Et en fait, ils ont pris en référence Guillaume. C'est-à-dire que Guillaume, comme je l'ai cité, Guillaume, parfois dans les interactions, c'est pas quelqu'un, enfin, faut pas venir, par exemple, par derrière et le prendre par surprise en lui tapant sur l'épaule parce que lui, il va pas comprendre que ça peut être une tape amicale, il va peut-être le prendre justement peut-être à l'inverse. Quand il faut lui parler, il faut lui parler plutôt de face, enfin en face à face, hein, tout simplement ou autre, que peut-être sur certaines fêtes qui peuvent s'organiser en after work ou autre, qu'il ne soit pas toujours là et présent parce que pour lui, il n'en trouve pas un intérêt majeur d'y être ou autre, tant et si bien que ce qu'ils ont mis en place, ça a été vraiment une méthodologie hein, qu'on a travaillé ensemble. Hein. On a mis en place une méthodologie donc, dans cette boutique spécifiquement donc, sur les Champs-Élysées, hein, qui est le navire, enfin tout du moins qui est la figure de proue hein, de l'ensemble des boutiques à travers le monde. Pour vous donner une idée, hein, il y a 8 boutiques à Paris. Je pense qu'à l'échelle de la planète, il doit être à 40 points de vente, 40 ou 50 points de vente. Donc, c'est vraiment celui des Champs-Élysées, enfin la boutique des Champs-Élysées fait vraiment figure de proue hein, de l'ensemble. Donc vraiment une référence. Et là, pour le coup, tout ce qu'on a mis en place, eh bien, à l'heure actuelle, l'ensemble des boutiques de Pierre Hermé fonctionnent exactement de la même manière. Alors que dans les autres boutiques, il n'y a personne, ou tout du moins personne n'étant déclaré comme étant autiste. C'est-à-dire qu'ils ont changé les lumières des boutiques, ils font attention au bruit, ils font attention de la manière de parler, de discuter, mais pas spécifiquement qu'avec Guillaume, hein, avec l'ensemble des collaborateurs ou autres. En fait, toute la méthodologie qu'ils ont mis en place, ils l'ont après dupliquée ailleurs. En fait, mais comme d'autres champs du handicap, hein, toute la méthodologie ou les innovations qu'ils peuvent avoir, très souvent, elles s'universalisent en fait. C'est-à-dire que après, demain, vous l'utilisez comme tout à chacun. Enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais utilisez votre télé, vous utilisez une télécommande quasiment tous les jours pour changer les chaînes de la télévision. S'il n'y avait pas eu quelqu'un qui l'avait inventé pour les personnes qui étaient alitées en situation de handicap, je pense que peut-être maintenant, on l'aurait peut-être inventé depuis, mais néanmoins, l'origine, c'était pour ça. Et le SMS que vous utilisez, c'est pareil, c'est un ingénieur de chez Nokia qui l'avait utilisé. En fait, tout ça, ça s'universalise. Et là, pour le coup, j'ai vu la société inclusive, il me semble avoir vu le message passer, c'est exactement ça, en fait, une société inclusive. Et c'est ce vers quoi il faut tendre, en fait, dans une société inclusive. Société inclusive, hein, c'est une société qui est sans privilège, sans exclusion, sans exclusivité et sans cynisme. Une fois que vous avez ces 4 piliers-là, une fois que vous pouvez répondre à ces 4 affirmations, c'est-à-dire que sans privilège, sans exclusivité, sans exclusion et sans cynisme,
Au même titre que je parlais tout à l'heure du management empathique, on est exactement dans ce même phénomène-là. Et c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est ce vers quoi il faut aller. Alors, comme je dis, hein, on fait des pas, petits pas, peut-être parfois, mais on fait des pas. On continue d'avancer et surtout, on ne recule pas puis on ne stagne pas. Alors, dans ce que je vous dis là, bien évidemment, je pense que derrière, dans les questions-réponses, hein, vous allez me dire, oui, mais Damien, moi, je connais quelqu'un, ou moi, je suis dans cette situation-là ou autre. Ça, je le comprends parfaitement. Quand je dis qu'il y a des pas, je dirais qu'on ne va pas assez vite, ça, c'est une évidence. Ça, c'est une évidence et je le regrette. Mais bien évidemment, oui, merci, merci Simona. Tu es merveilleuse, Simona. Merci pour le lien que tu as mis dans le... Damien, tu connais le dispositif? Bien sûr. Ouais. Donc, tu peux en parler, tiens, Simona. Vas-y, prends la parole dessus, tiens. Ouais, le groupe UGCAM fait partie de la sécurité sociale, plus particulièrement de la branche maladie. Et c'est un groupe en fait qui est très investi dans le domaine du handicap. Ils détiennent d'ailleurs la plupart des CRP en France. Et ils ont lancé un dispositif qui s'appelle PASPA, qui est un dispositif d'inclusion des personnes autistes. Donc là, vous avez une vidéo qui elle est plutôt tournée employeur. En fait, on a fait un motion design pour expliquer à l'employeur comment on peut faire appel à ce dispositif pour intégrer des personnes autistes dans son entreprise. Et c'est tout l'accompagnement de l'intégration que l'UGCAM se charge de faire. Alors, il me semble, si les informations sont justes, c'est qu'il y a un centre en fait qui s'occupe de traiter ce dispositif, c'est le centre de Lille. Mais les CRP sont faits pour héberger les personnes, parce qu'en fait, ce sont des centres de rééducation professionnelle qui permet des reconversions dans le cadre d'un parcours où on se découvre avec un handicap, qu'il soit suite à un accident, à une maladie au cours de la vie et tout ça. Et c'est dans un de ces centres de rééducation professionnelle qui ont lancé le dispositif PASPA qui s'adresse que aux personnes avec des troubles autistiques. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Simona. Tes interventions sont toujours de qualité. mais au-delà de ça, c'est un dispositif voilà, qui rentre un peu dans ce qu'on appelle le plan de l'autisme ou autre. Alors, était un peu un serpent de mer, parce que le premier plan date de 2012. On est en 2021, 2012. Entre 2012 et 2020, Véronique, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, c'est 2020, c'est ça le lancement qui a été fait un peu en grande pompe du plan de l'autisme. Hein. C'était février ou mars hein, de 2020. Entre 2012 et 2020, il ne s'est pas fait grand-chose, en fait. Alors, à la fois, il ne s'est pas fait grand-chose, et à la fois, la Cour des comptes explique qu'il y a eu quand même des sommes d'argent dépensées. Alors, je ne suis pas en train de dire que certains s'en sont mis plein les poches. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai ni dit ni pensé. Mais néanmoins, je me dis, mais où est passé cet argent en fait parce que là, quand je parle, la Cour des comptes explique, hein, elle parle que tous les ans, il y a eu tant de milliards d'investis sur le plan. Moi, très sincèrement, sur le terrain, je ne l'ai pas vu. Enfin, voilà, ou très peu vu. Je ne vais pas dire pas vu, mais très peu vu. Je reconnais, par contre, en revanche, hein, depuis, on va dire depuis maintenant 18 mois ou peut-être 2 ans, j'ai pas une date bien précise, mais on va dire aller depuis 2 ans. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment des avancées qui sont faites et ce que tu viens de décrire ne passe pas. Enfin voilà, les CRP là font vraiment partie intégrante de ce plan-là. Donc, ce qui veut dire que quand je disais tout à l'heure, on avance. Quand je dis on, c'est tous ensemble, hein, bien évidemment. C'est pas qu'un seul dispositif. Ouais, alors j'ai qu'un bout ouais, tu pourrais me les lire après, Alexandre, les questions dans le fil de conversation, parce que là, je les ai que partiellement, moi, en bas, et je vois qu'un bout du commentaire ou autre. Mais ça, et juste pour terminer mon propos, parce que j'adore cette définition et qui a été faite, comme j'expliquais, dans l'autisme, on parle de neuroatypie ou de neuroatypique hein, pour les personnes autistes. Mais il y a une association, alors, dont j'ai perdu le nom, je ne me souviens plus. J'ai noté par contre leur définition de la neurotypie, en fait. Donc la neurotypie, on va dire, de toutes les autres personnes, en fait. De celles qui ne sont pas neuroatypiques, de la neurotypie ou autre. Et là, alors, je vais vous la lire parce que je la trouve plutôt assez rigolote. Où en fait, ils ont expliqué que le syndrome de la neurotypie décrit un trouble neurobiologique caractérisé
par un souci de préoccupation sociale, de délire de supériorité et de l'obsession de conformité. Tout ça pour dire que le but de l'inclusion, c'est pas l'intégration en soi, elle a du bon en fait. L'intégration, quand vous demandez à quelqu'un ou à un groupe de personnes de s'intégrer dans un autre groupe, si c'est s'intégrer dans un autre groupe, mais rester dans son propre groupe au milieu des autres, ça, c'est pas ça l'inclusion. L'inclusion, c'est de se dire, il y a un groupe qui est là, mais comment on s'inclut et comment on est un peu partout sans créer de ghetto, quel qu'il soit d'ailleurs ou autre. Et c'est ça l'inclusion. En fait, c'est ce vers quoi il faut tendre. Vous savez, je ne sais pas si vous aviez vu ce dessin sur Internet, l'égalité, l'équité et l'inclusion. Donc l'égalité, vous avez 3 personnes qui sont derrière une palissade pour regarder un match de baseball, où en fait l'égalité, on leur met 3 caisses chacun, sauf qu'il y en a un qui était déjà grand, qui voyait au-dessus de la palissade, donc forcément, avec une caisse dessous, bah, il voit encore mieux. Le deuxième, avec la caisse, il arrive à peu près à voir, sauf que le troisième, qui était beaucoup plus petit, lui, avec une seule caisse, il ne voit toujours pas au-dessus de la palissade. Et on a considéré que ce qui était mieux, c'était l'équité. L'équité, c'est pour dire la personne qui est grande n'a pas besoin de caisse pour voir au-dessus de la palissade, donc pas de sujet. La personne qui en a besoin que d'une, il est sous-entendu que la personne qui en a besoin de 2, elle peut voir au-dessus de la palissade. Et l'inclusion, définir avec ces 3 dessins, le troisième dessin, il est quoi? C'est qu'il n'y a plus de palissade. Donc plus besoin d'avoir un outil ou d'artifice pour pouvoir regarder au-dessus de la palissade. En fait, c'est ce vers quoi il faut tendre. Et l'inclusion, elle devrait être au quotidien. Elle devrait être enseignée à l'école. On devrait grandir avec l'inclusion. Toutes les écoles, on devrait être sensibilisé sur les sujets du handicap. On devrait avoir dans les écoles des personnes en situation de handicap. Pourquoi plus on monte dans les études, moins il y en a? Parce que il y a un défaut d'accessibilité, parce que à un moment donné, l'école, comme je l'expliquais tout à l'heure, ne joue pas son rôle. Mais quand je dis l'école, je ne fais pas le procès d'une personne au sein de l'école. Voilà, peut-être que si j'étais enseignant, peut-être que je ferais face aussi à peut-être être démuni dans des démarches, même en ayant la volonté de vouloir bien faire. C'est tout ça. Et l'inclusion, c'est d'être tout le monde embarqué sur le sujet. Alors ce soir, j'ai aucun doute sur les 17 personnes que nous sommes, j'ai aucun doute sur vous. Après, c'est de se dire comment faire en sorte qu'on en ait d'autres qui nous accompagnent sur le sujet, qui en soient convaincus. Et comme je le dis souvent, la meilleure des démarches, elle est souvent remplie de bon sens, en fait. N'allons pas non plus chercher toujours des choses extrêmement compliquées ou qui peuvent faire peur. Si je reprends l'exemple de chez Pierre Hermé, Céline, si elle était présente, elle vous l'expliquerait. Elle vous dirait que ce qui a été mis en place chez Pierre Hermé, d'un point de vue organisationnel, c'est certainement l'outil qui lui a coûté le moins cher, parce que ça a quasiment été un peu de matière grise pour cogiter ou autre, mais ça a été que ça, et qui est certainement le plus efficace d'un point de vue managérial et d'un point de vue organisationnel. Donc parfois, c'est que du bon sens, tout simplement. C'est de se dire, voilà, et puis arrêtons de voir aussi les autres comme étant différents, parce que nous sommes tous différents. Là, nous sommes 17 aujourd'hui. Heureusement, vous ne me ressemblez pas, parce que je serais bien ennuyé pour vous si vous me ressembliez, pour le coup. Et non seulement, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, nous sommes tous différents. Que l'on soit autiste, que l'on soit en situation de handicap avec un autre trouble, une autre pathologie ou un autre traumatisme, que l'on soit dit valide, on est tous différents. Enfin, moi, j'ai une de mes amies qui s'appelle Lilia Rechteniak, qui travaille aussi dans la neurodiversité, qui elle-même est autiste. Et on fait souvent des conférences. Simona, je crois que tu la connais, Lilia, il me semble. Non, Lilia Rechteniak. Et en fait, on a fait des conférences ensemble. Et Lilia me disait, elle, quand elle termine son propos, elle explique, je ne suis pas différente de vous, je suis différente comme vous. Et je trouve que ça résume assez bien la situation. Je suis ouvert à vos questions, si vous en avez, mais je n'en doute pas un seul instant. Il y a, Damien, si je peux être un peu modératrice, il y a des questions beaucoup sur vraiment l'utilité de tous ces outils qui sont mis en place, dont PASPA, mais aussi la plateforme de Pôle emploi, si j'ai bien compris. Après, ça n'aboutit pas, en fait. Le taux d'emploi reste faible des personnes autistes et du coup, voilà, ça, c'est une question. Alors, que j'ai aussi, le souci qui se passe là-dessus, et je vais prendre l'exemple du Pôle emploi, je crois que c'est Christelle qui posait la question. Le souci qui se passe avec le Pôle emploi,
c'est que il me semble que le Pôle emploi prend le problème à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'ils répondent à un besoin en se disant, nous, on crée sur notre plateforme un accès privilégié avec peut-être un accompagnement aussi privilégié, mais derrière, étant donné que les entreprises ne sont pas préparées, la finalité de Pôle emploi, c'est quoi? C'est d'être la passerelle entre quelqu'un qui est à un moment donné demandeur d'emploi pour lui trouver un emploi. Enfin, ou alors je me suis trompé sur le fonctionnement de Pôle emploi. Donc c'est ça le but, c'est à un moment donné d'être la passerelle, d'être le passe-plat entre guillemets, hein, entre la personne à un moment donné qui cherche un emploi et pour lui trouver l'entreprise. Là, pour le coup, Pôle emploi n'a pas fait de démarche auprès de l'entreprise. Donc c'est-à-dire les entreprises ne sont pas préparées. En fait, toutes les entreprises dont je parle, enfin j'ai parlé de Pierre Hermé, mais je peux vous en citer d'autres, hein. Olympus l'a fait, Wavestone l'a fait, enfin voilà, des choses comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ça rentre dans une réelle démarche en fait. C'est pas un truc de dire non, mais voilà, je vais recruter. Faut en être déjà convaincu, investi sur le sujet ou autre. Et là, je pense que le Pôle emploi, j'en suis malheureux, hein, Christelle. Hein, je comprends, c'est que visiblement vous avez adhéré ou tout du moins et ça n'a pas abouti. J'en suis navré pour vous, malheureusement, mais je pense que Pôle emploi prend le problème à l'envers en fait. C'est-à-dire que pour le coup, ils auraient dû faire en sorte de préparer entre guillemets le terrain. Alors, dans l'absolu, on aimerait que toutes les entreprises soient préparées, ça c'est une évidence. Je veux dire, peut-être d'en avoir déjà un échantillon, enfin, je veux dire, hein, qui soit peut-être préparé, de telle manière à pouvoir dire, mais voilà, on a des entreprises qui sont, entre guillemets, aptes à pouvoir accueillir quelqu'un, une personne autiste. Mais le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas fait ça dans ce sens-là. Donc, je regrette que ça ne fonctionne pas, mais je leur ferai remontrer, Christelle. J'en parlerai, je l'évoquerai, parce que je connais certaines personnes relativement bien placés à Pôle emploi pour leur dire. Moi, je souhaiterais rajouter aussi que les employeurs, hein, nous avons plus de 20 000 managers chez nous, entre les stratégiques et les opérationnels. Ce sont eux les premiers qui doivent être accompagnés, formés, et c'est difficile hein, pour un grand réseau comme le nôtre de pouvoir vraiment aller les côtoyer tous. Donc souvent, ce sont des messages qu'on donne, des vidéos, ça peut être aussi des formations, mais on va aborder déjà là la totalité des types d'handicap. Nous, on a mis à disposition aussi une plateforme pour que les gens puissent se renseigner. Mais je pense que c'est l'expérience de intégrer une personne qui fait prendre conscience de tous les aménagements possibles qu'on peut faire, comme tu l'as montré, Damien, de ce jeune garçon qui a intégré cette structure. Et à partir de là, ils ont compris, en fait, et ils se sont trouvés confrontés à une réalité. Nous avons aussi intégré une personne dans une CEPAM qui était en fait complètement sourde. Et on a découvert que même avec la LSF, le langage des signes, on n'arrivait pas à communiquer. Pourquoi? Parce qu'il manquait des mots techniques qu'il décrivait les fiches et les process dans une CEPAM. Et donc, on a créé des nouveaux mots dans le langage des signes. On a parti chercher des experts et tout, et on a créé des mots qui se sont inscrits. Et donc, c'est au moment où on se trouve confronté, où on découvre aussi les limites de la structure et qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer. Il faut avoir un état d'esprit très ouvert aussi. Et on commence à avoir une société qui a une ouverture d'esprit un peu plus large qu'avant. Mais c'est un travail de fourmi vraiment. Donc, malheureusement, et Damien, tu le disais au début, on a d'autres pays avec des cultures différentes qui ont réussi à avancer plus vite. Et la France est cette réalité-là. On y sera peut-être dans 5 ans, j'espère, qu'elles ne vont pas devenir 10. Mais on procède avec la lenteur aussi de notre culture et donc de notre différence vis-à-vis des autres nations. Et malheureusement, voilà, c'est une réalité à prendre en compte. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, Simona. Dominique, j'ai vu passer à la fois ta question et ton analyse et ta réflexion. Hein. Elle est, oui, bien évidemment, c'est que parfois, ils veulent faire rentrer les gens dans un moule, en fait. C'est-à-dire que pour le coup, je dirais un petit peu même en forçant. Allez, tu vas travailler, tu vas mettre dans ces conditions-là ou autre. Mais c'est pas ça l'inclusion, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, hein, l'inclusion, c'est de comprendre l'autre. Donc, déjà, comprendre l'autre. Donc, comprendre l'autre avec
avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Enfin, juste pour anecdote, un jour, je me trouve, j'assiste à un show un peu de Michel Simès, c'était Salle Gaveau, donc à Paris, hein, sur le burn-out, en fait. Donc, il est sur scène, il fait intervenir différentes personnes sur le burn-out. Et moi, j'étais invité par la NDRH, donc, qui est l'Association nationale des DRH. Et puis après, il y avait un cocktail où, bien évidemment, était présent Michel Simès. Ce cocktail, beaucoup de gens allaient vers Michel Simès pour faire des selfies, et moi, j'étais plutôt côté buffet, en fait. Voilà, les selfies avec Michel Simès ne m'attiraient pas des masses. Et en fait, tout ça pour dire, c'est que là, je me retrouve à discuter avec quelqu'un que je ne connais ni David Adam, hein, je rencontre pour la première fois cette personne-là, qui est originaire de Montpellier, qui a une société à Montpellier dans le monde industriel, et on se présente, donc bien évidemment, j'explique ce que je fais, mon métier, et là, il me dit, oh là là, le handicap, il dit, moi c'est fini, plus jamais j'embaucherai quelqu'un d'handicapé dans mon entreprise et autres, dans mon entreprise, parce que j'ai eu une expérience malheureuse. Alors, j'entends, voilà, je lui pose simplement la question, je lui dis, est-ce que je peux savoir pourquoi? Donc, il m'explique. Il me dit, voilà, un jour, je recrute quelqu'un, donc en effet, en situation de handicap, et le poste pour lequel cette personne-là venait, en fait, c'était un poste vraiment spécifique, sur une machine spécifique, et ça nécessitait une formation auprès du constructeur de cette machine en Allemagne. Visiblement, cette formation en Allemagne coûtait très cher, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, cette personne-là est recrutée, va en Allemagne, je ne sais pas, pendant une semaine, faire cette formation-là, et au retour de la formation, alors que cette personne est encore en période d'essai, dit à son chef d'entreprise, il dit, mais voilà, je mets fin à ma période d'essai et tout, merci, au revoir, c'était sympathique, mais je m'en vais. Et donc là, le type me dit, vous vous rendez compte, je lui ai payé l'hébergement, la formation, il est à peine revenu, qu'il n'est même pas resté, ni quoi que ce soit. Alors je lui dis, déjà, la perversité n'est pas que l'apanage des gens valides, il peut y avoir aussi des pervers dans les personnes en situation de handicap, donc ça déjà dans un premier temps. Dans un second temps, peut-être que c'est la période d'essai, donc libre à chacun, aussi bien pour l'employeur que pour le salarié, de mettre fin à sa période d'essai. C'est d'ailleurs c'est l'existence même de la période d'essai, hein, c'est son but, hein, c'est de voir si ça match, entre guillemets, comme on dit, hein, entre la personne et l'entreprise. Donc, là, il n'était pas du tout dans l'illégalité. Et puis, on discute et tout. Et je lui dis, mais vous me dites là que vous avez 200, 300 collaborateurs, 300 salariés et tout. Je lui dis, mais parmi les gens valides, je me doute que vous avez dû être parfois déçus de certains recrutements, parce qu'on le sait tous, parfois, entre le recrutement, dans les différentes fonctions, il y a des gens on s'imagine qu'ils vont pouvoir faire l'affaire, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Ou autre. Je dis, ça vous arrivez quelquefois? Il me dit, oh là là, mon pauvre monsieur, ça m'est arrivé plein de fois. Je dis, pour autant, vous n'avez pas arrêté de recruter des gens valides. C'est-à-dire, pourquoi la personne handicapée, sous prétexte qu'elle est handicapée, hop, elle paye pour tous les autres? C'est-à-dire que, pour le coup, alors que peut-être elle avait d'excellentes raisons de mettre fin. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est là où il faut arriver à l'inclusion. C'est là où il faut faire changer, comme on dit, changer le regard, changer la perception qu'on peut avoir sur le handicap ou autre. Parce que si on faisait un micro-trottoir, ou que l'on soit, moi à Paris, ou les uns les autres, Jean-Paul et Alexandre à La Baule, et d'autres, j'ai entendu Strasbourg aussi, je crois, tout à l'heure, et Haute-Savoie, je crois, Nadège, hein, Savoie ou Haute-Savoie, il me semble, pour les autres, et ainsi de suite, où que vous soyez, on faisait un micro-trottoir, on allait dans la rue, on posait la question comme ça, à brûle-pourpoint, vous rencontrez les gens et vous leur demandez, pour vous, c'est quoi le handicap? Je peux vous dire que dans 9 cas sur 10, on va vous dire le fauteuil roulant. Dans 9 cas sur 10, on va vous dire le fauteuil roulant, et qu'après, éventuellement, c'est cité, puis encore, peut-être pas toujours, dans 9 cas sur 10, ça va être le fauteuil roulant. Parce qu'en fait, on est encore dans cette démarche-là de cible. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les fauteuils roulants, je n'ai aucune animosité contre les personnes PMR, hein, les personnes à mobilité réduite, hein, on s'entend bien, entendons-nous bien sur le propos, mais néanmoins, on est encore dans cette perception-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sensibilisé sur le sujet. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, à l'école, on n'est pas sensibilisé sur le sujet du handicap, on n'est pas sensibilisé sur le sujet de l'autisme. Moi, quand j'entends parler de classe Ulysse, très bien les classes Ulysse. Classe Ulysse, c'est un dispositif que a mis en place, l'éducation nationale a mis en place, c'est-à-dire mettre des classes spécifiques dans un ensemble scolaire classique, de telle manière à ce qu'il y ait un peu d'interaction, on va dire, entre des jeunes en situation de handicap et des jeunes dits valides. Sauf que moi, les classes Ulysse que j'ai pu voir, ça crée un ghetto. Hein. Je veux dire, on n'est pas du tout dans l'inclusion, hein. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors je me dis, c'est pour faire quoi en fait? C'est quoi le but? Donc c'est ça qu'il faut changer en fait. Il faut changer le paradigme, comme on dit maintenant, mais il faut le changer du haut jusqu'en bas et de gauche jusqu'à droite, sans faire de politique
politique, hein, quand je dis de gauche à droite, hein, c'est vraiment pour ou d'est à ouest, voilà, pour qu'on va faire de politique, mais il faut vraiment le faire de cette manière-là pour que demain, on soit véritablement dans une société inclusive. Et en fait, le but, il est quoi, hein? C'est que demain, on ait banalisé toute forme de handicap, quel qu'il soit. Bien évidemment, l'autisme, hein, c'est la thématique, hein, de ce soir, mais pas que. Quand je dis banaliser, c'est-à-dire que ça ne soit plus un obstacle, ça ne soit plus un sujet. C'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin de faire une conférence comme on le fait ce soir, pour se dire mais comment rendre notre société plus inclusive. C'est-à-dire que moi, demain, quelqu'un qui sera demandeur d'emploi autiste, ben, ce ne sera pas un sujet. La personne aura peut-être 10 candidatures, enfin, du moins, le choix parmi 10 entreprises. C'est que là, en fait, on vient rajouter un obstacle à des jeunes difficultés. Être en recherche d'emploi, c'est une difficulté qui plombe soi. Enfin, je veux dire, on n'est pas toujours très à l'aise, enfin, ainsi de suite. Et là, pour le coup, on vient rajouter une difficulté. C'est pas normal, c'est inadmissible. C'est inadmissible. J'ai vu des choses passer, alors je ne sais pas si c'était des bonjours, des au revoir, j'essayais de lire. L'accompagnement, la formation des AVS est certainement à repenser aussi. Alors oui, c'est Frédéric qui pose cette question-là. Alors, déjà, gros sujet, c'est sur le nombre d'AVS, déjà. Il y en a peu. Enfin peu, pas suffisamment, donc c'est peu. Deuxièmement, toutes les personnes ne sont pas toujours, si elles sont remplies de pleine volonté, ça j'en doute pas une seule seconde, mais pas toujours bien formées, et surtout pas toujours bien formées par rapport à la typologie de handicap du jeune ou de la jeune que la personne va accompagner. Donc ça aussi, ça pose souci. Entièrement d'accord, bien évidemment qu'il faudrait pousser plus loin. Quand je parlais de l'inclusion, c'est ça. Enfin, on nous reproche souvent, nous Français, de dire que c'est parce que nous sommes latins que nous avons ce retard en fait à l'inclusion. Pourquoi pas? Alors, je vais vous citer un exemple. L'Italie, qui est à 2 pas, alors, de chez Nadège, qui est vraiment à 2 pas, pour nous, Paris un peu plus loin, mais l'Italie qui est vraiment à 2 pas de la France, un pays frontalier, pays latin, je pense, hein, enfin, il me semble, si mes souvenirs d'école. Je confirme, je suis d'origine Simona. italienne. Et en Italie, je peux vous assurer, alors peut-être pas sur tous les champs, mais sur un paquet de champs, ils sont bien plus en avance que nous. Bien plus en avance que nous. Déjà, nous n'avons pas des classes Ulysse, nous n'avons pas cette structure-là. Nous avons systématiquement, les enfants sont intégrés dans les écoles. Et moi, c'est vrai que j'ai côtoyé le handicap depuis que j'étais petite. Donc, j'ai rencontré vraiment tout au long de ma vie des personnes en situation de handicap quand j'étais allée au scout, quand j'étais à l'école, à l'université. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, on a eu, c'est pour ça que je vous disais, c'est quelque chose de culturel. On a eu à un moment donné l'attitude de se dire on va ghettiser. Mais pas seulement les personnes en situation de handicap. On a ghettisé dans des cités des personnes qui étaient en difficulté économique. On a créé en fait des ghettos, donc on a enfermé les gens. Et quand on enferme les personnes, alors sur la partie handicap, je pense qu'il y a eu de la bonne volonté de la part de l'État de se dire on va pas mettre un effort supplémentaire sur l'enfant qui doit s'adapter à une structure d'école qui n'est pas au pas, et on va lui donner un lieu où par contre il peut mieux s'épanouir et tout. Par contre, ça a créé justement cet effet de dire on a des ghettos aujourd'hui et les Ulysse, même s'ils sont dans les mêmes structures, moi j'ai mes enfants qui vont dans une école où il y a une classe Ulysse, mais les Ulysse ne se mélangent pas aux autres. Et un jour, j'ai mon fils qui revient parce que sa maîtresse, elle était absente. Il revient à la maison, il dit « Ah, aujourd'hui, la maîtresse, elle était absente, on m'a mis dans la classe des Ulysse. » Eh bien, maman, tu sais qu'ils sont sympas. Je dis, ben, c'est normal qu'ils sont sympas, ils sont pas comme les autres. Donc, bon, à quel point, du moment qu'on les écarte, on n'arrive pas à se rencontrer, en fait, à faire rencontrer ces deux mondes. Et Sophie Cluzel, dans un podcast, je l'ai entendu dire justement, Sophie Cluzel, donc elle est chargée des personnes en situation de handicap, et elle a dit justement que nous devons améliorer beaucoup plus cette inclusion dès le plus jeune âge. Et c'est important, et c'est cette histoire culturelle qu'on se trimballe, en fait, qui nous pèse lourdement. C'est surtout que plus on sera sensibilisé jeune dans le parcours, hein, c'est-à-dire que si on commençait maintenant, par exemple,
l'école, c'est des 3 ans, mais enfin, je veux dire, on peut commencer peut-être éventuellement à être sensibilisé à l'âge de 4-5 ans, enfin, pourquoi pas des 3 ans d'ailleurs, avec des jeux, enfin, ou autre. Hein. Et si on était sensibilisé sur le sujet du handicap, ça voudrait dire que quand cette génération-là va arriver sur le marché du travail, donc on va dire entre 15 et 20 ans, selon les études suivies, enfin, ou autre, mais quand cette génération-là va plus ou moins arriver sur le marché du travail ou autre, eh bien, pour Ça ne cette sera plus un génération-là, sujet. ce ne sera plus un sujet. Et c'est ça vers quoi il faut tendre. Et en fait, on ne commence pas. Donc, c'est-à-dire, étant donné qu'on ne commence pas, ben, on prend à chaque fois du retard et ainsi de suite. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais c'est pour ça qu'on ne fait pas les pas de géant que l'on souhaiterait faire. Dominique, j'ai vu ton message, je t'invite à le faire, de faire des conférences sur le sujet de l'autisme pour expliquer ce qu'est l'autisme, comment tu le vis au quotidien, comment toi tu l'as vécu. Alors, je veux dire, tu peux même faire, qu'un conseil, attention, hein, Dominique, mais je veux dire, après, tu en fais ce que tu veux. Hein, tu peux très bien dire, attends, Damien, ce qu'il me raconte, j'en ai rien à faire. Voilà, tu peux aussi, hein, je te rassure. Hein, sans toi, très libre. Et ce que je veux dire par là, dans les conférences, tu peux aussi dire, toi, comment tu as appris aussi le diagnostic, en fait. Comment tu l'as vécu, en fait. Parce que ça aussi, enfin, je veux dire, je ne vais pas vous refaire la courbe du changement ou la résistance au changement, mais la courbe du changement, c'est quand vous apprenez, enfin, entre guillemets, une mauvaise nouvelle, on dit aussi que ça s'appelle la courbe du deuil, éventuellement aussi. Mais je veux dire, quand vous apprenez une mauvaise nouvelle ou autre, hein, il y a ce qu'on appelle le déni, hein, toutes les étapes de déni, de colère ou autre. Hein. Là, on est sur la phase, on va dire, descendante hein, de la courbe du changement, avec des sentiments qui sont plutôt négatifs, contre-productifs. Puis après, il y a la phase ascendante. Là, on est plutôt sur de l'acceptation, de l'ambition, de l'action, avec des sentiments qui, là, pour le coup, deviennent bien plus positifs et bien plus productifs. Et moi, là, Dominique, moi, je peux t'inviter à le faire. De toute façon, plus il y aura de rôle modèles, c'est comme ça que je les appelle, plus il y aura de rôle modèles dans la société, hein, à l'échelle d'une ville, d'un département, d'une région, d'une entreprise, d'une école, d'une association, même une petite commune en milieu rural ou autre, faites-le, allez expliquer. En fait, très souvent, le validisme, hein, c'est le racisme vis-à-vis des gens en situation de handicap. Hein, et si on va au-delà de ça, je pense même toute forme de racisme hein, est très certainement motivée par les mêmes mots MAUX, hein, mais là, en l'occurrence, pour le validisme, en fait, il est très certainement motivé par la méconnaissance du sujet. En fait. Les personnes ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est le handicap, quel qu'il soit, ne savent pas ce que c'est l'autisme, donc ils ont tellement peur de mal faire, parce que je peux vous assurer qu'il y a des entreprises qui ont une volonté de bien faire, enfin, qui voudraient, mais qui ne savent pas faire, en fait, et qui se disent, mais moi, j'ai pas envie de me prendre les pieds dans le tapis, j'ai pas envie d'être maladroit, en fait. Alors qu'en fait, on a le droit d'être maladroit. C'est pas grave d'être maladroit. Quand les gens me disent, mais Damien, mais si on retrouve une personne en situation de handicap, comment je dois lui parler? Je dis, si elle est française, tu lui parles en français. Hein. Je vois pas, il n'y a pas un verbatim particulier. Enfin, je veux dire, il y a pas. C'est ça ce qu'il faut tendre. Et Dominique, si tu as vraiment l'envie de le faire, et j'ai entendu d'autres personnes le dire de mémoire, je crois que c'est Patricia, tout à l'heure, dans ta présentation, il me semble avoir une volonté peut-être d'aller travailler dans l'univers, enfin, tout du moins de montrer pourquoi pas enfin, ce que peut être l'autisme, ou tout du moins de l'expliquer. Je vous invite vraiment à le faire. Si vous avez envie, enfin, moi que je vous aide sur le sujet, Alexandre vous transmettra, enfin, avec vos coordonnées, vous transmettra mes coordonnées, vous pouvez m'appeler le cas échéant, et les autres aussi, hein, d'ailleurs, bien évidemment. Hein, je ne fais pas un focus que sur Dominique et Patricia. Hein. Tous les autres et toutes les autres, vous pouvez bien évidemment le faire, mais ce sera vraiment un grand plaisir. De toute façon, plus on sera nombreux à parler du sujet, je peux vous assurer, mieux ce sera et plus ce sera efficace. C'est une évidence. C'est une évidence. Je suis complètement d'accord. Et merci Damien pour ton intervention. Merci à Simona aussi. Parce que je partage complètement et moi j'aime bien partir sur comment je vais dire ça sur un fait. Moi plutôt que parler de handicap, je parle d'autonomie. Quel est l'être humain qui ne cherche pas son autonomie? Donc déjà, ça c'est une des premières choses. Quand j'entendais Simona parler de l'Italie où les jeunes sont, les personnes en situation de handicap sont intégrées, effectivement, c'est la clé, mais il faut aussi se rappeler de l'histoire française.
de où nous partons, et les handicapés sont sortis de leur cave, j'ai envie de le dire comme ça, même si c'est un petit peu cru et un petit peu cruel, depuis la fin du XXe siècle. Oui. Donc, et donc on part de très loin. Et effectivement, moi, mais je partage complètement, et c'est le but d'ailleurs de mon action en tant que médiateur de l'autonomie. C'est le but de mon action de partager ce constat-là. Alors, je suis pas un spécialiste de l'autisme, même si je connais un petit peu, mais de partager ce constat-là où, avant d'être autiste, moi je suis un être humain, je suis un entrepreneur. Certes, je suis en fauteuil roulant, mais je ne suis pas que en fauteuil roulant, parce qu'il y a aussi, j'ai beau avoir un handicap visible, j'ai aussi des handicaps qui ne le sont pas. Et je pense qu'il y a une chose qu'on ne fait plus en France, c'est l'acceptation. On nous a tous mis dans des cases, et on aime ça. On aime nous mettre dans des cases. Et du coup, on n'accepte plus la case d'à côté, parce qu'elle va empêcher notre case. Elle va empêcher notre case. Et ça, désolé, je n'ai pas préparé mon discours, donc je le dis avec mes mots, hein, mais... c'est encore mieux, Guillaume. Je peux me permettre. Non, mais voilà, c'est dit avec les tripes et le cœur, donc c'est encore mieux, je trouve. Sans mettre en cause, si tu l'avais préparé, ça aurait été très bien aussi, je te rassure, mais là, c'est aussi très bien de cette manière-là. Mais voilà, je pense que aujourd'hui, il faut donner les moyens aux professionnels, et notamment aux AVS, mais aussi aux professeurs, parce qu'on parlait d'inclusion tout à l'heure, mais moi, ce terme-là me débecte, parce que on va faire de l'inclusion, on va mettre quelqu'un dans une classe avec les autres, mais on ne va pas lui donner, les moyens de comprendre ce qui lui arrive, et deux, les moyens aux autres élèves de comprendre ce qui leur arrive, et trois, aux professeurs de donner les moyens d'enseigner à cette personne-là, avec son environnement, avec ses besoins et ses pratiques. Aujourd'hui, moi, je côtoie beaucoup de professeurs, beaucoup d'AVS qui font tous le même constat. Une AVS, d'ailleurs, on ne dit plus AVS, on dit AESH maintenant. Elles sont employées le 30 août pour commencer le 4 septembre. Bon, il y a peut-être un léger problème. Oui, c'est clair. Ah non, mais le constat, on le fait tous, hein, Guillaume. Je rejoins. Et justement, quand on parle d'inclusion, mais si ce n'est pas pour avoir des AESH qui soient formés, si ce n'est pas pour avoir des professeurs, instituteurs, enfin, ou que sais-je, peu importe, hein, qui soient formés, s'il n'y a pas d'inclusion, en fait. Donc l'inclusion, c'est vraiment qu'on donne les outils, en fait, hein, les outils pédagogiques, mais pas que, hein, mais qu'on donne les outils de telle manière à ce que justement ça soit plus un sujet. Mais l'accessibilité, c'est ça, hein, l'accessibilité, elle n'est pas que physique, hein, elle est aussi numérique, elle est aussi psychologique, intellectuelle, hein, ou autre. Complètement. Je me suis battu là dernièrement, puisque c'est le sujet du moment, sur l'accessibilité du bureau de vote. Oui, c'est... Désolé, je dévie un petit peu le sujet. Non, mais ça en fait partie. Ça fait partie, effectivement. Moi, je voulais, parce que je dois vous quitter, je suis désolée, je ne pourrai pas rester plus. Mais j'ai mis un lien sur un guide. Alors, pourquoi je l'ai fait? C'est sur Amazon, mais vous pouvez le trouver bien évidemment où vous souhaitez. C'est le guide du survie de la personne
autiste, c'est parce que quand j'ai écouté Dominique avec son envie de porter la parole, ça m'a rappelé ce livre que j'ai lu, où il y a cette personne qui se découvre autiste à l'âge adulte et qui ressent ce besoin d'écrire un livre pour recenser à peu près tous les comportements et en tout cas faire comprendre qu'est-ce que cela signifie d'être autiste. Et du coup, je me dis que, parce que tout à l'heure, Dominique, tu as mis un commentaire en disant que tu voudrais le faire, mais tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Je pense que la première étape, c'est de se renseigner sur ceux qui ont déjà parlé de ce sujet-là, qui l'ont vécu et qui ont commencé à en parler, et de voir quelles techniques ils utilisent pour parler, et puis trouver celle qui t'appartient le plus, celle que tu vas incarner le mieux pour pouvoir la rendre véritable. Donc, c'était, voilà, ça m'est venu à l'esprit, donc il fallait que je le dise. Et puis, bien évidemment, on a Joseph Skovanec qui fait beaucoup de conférences, donc le fait aussi d'écouter ses conférences à lui, ça permet de se faire une idée. Il y a pas la recette miracle pour porter un discours. Je pense que le plus on est vrai, le plus on est proche de la réalité et le plus on touche en fait les autres. Après, il peut y avoir des techniques de communication, de prise de parole, mais bon, ça par contre, le Clubhouse, qui est une association qui s'occupe des personnes avec des troubles psychiques, a mis en place un système que je trouve assez bien fait. En fait, c'est une association qui, pour aider l'insertion des personnes avec des troubles psychiques, les personnes sont inscrites à l'association, fréquentent l'association et ils apprennent à prendre la parole en public et à porter un témoignage de leur vécu. Est-ce que ça existe une association similaire ou est-ce que vous pourrez contacter une association? Ah, Léa Dèche. Vas-y, Nadège, je te laisse la parole. Non, mais il n'y a pas mal. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je suis arrivée assez tôt et j'ai échangé un peu avec Damien et Alexandre, du coup, ce qui fait que je suis les seuls à avoir entendu ce que je faisais, pourquoi j'étais là ce soir. Mais en fait, moi, je suis présidente d'une association en Haute-Savoie donc qui s'appelle Vague de Bien-être. J'ai moi-même un handicap invisible. J'ai été déclarée inapte il y a 3 ans maintenant, donc j'ai dû faire une reconversion professionnelle et j'ai choisi d'être assistante médico-sociale. Au début, honnêtement, parce que Cap Emploi et que je ne savais pas trop savoir quoi faire de ma carcasse. À la base, j'étais dans l'hôtellerie et l'événementiel. Donc, c'est un peu aux zones, il y a un ravin entre les deux. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, dès le début de cette formation, j'ai su ce que j'allais faire. Donc, mon association, je l'avais déjà créée, mais elle n'était pas aussi, je veux dire, poussée que maintenant. Et clairement, quand on est en situation de handicap, déjà, alors moi, des fois, avec Decathlon, j'ai fait une journée de sensibilisation au handicap parce qu'ils sont hyper investis. J'étais avec le MEDEF et 2 nanas de Cap Emploi. Et c'était, est-ce qu'on dit sur un entretien d'embauche ou sur une lettre de motivation qu'on a un handicap? Il y a le pour, il y a le contre. On a eu pas mal de témoignages, dont un jeune autiste. Et moi, j'ai adoré, quoi. Alors, ils l'ont fait enregistrer une interview avant parce qu'en direct, ils se sentaient pas de le faire. Mais déjà, pour quelqu'un à la base qui fuyait le monde, avoir eu ce courage de l'interview, c'était juste génial. Et on a eu sur scène un collaborateur de Decathlon qui, lui, est atteint de surdité depuis la naissance, qui a des implants cochléaires depuis 6 ans. Et justement, et là, mais alors, quand on parle d'inclusion, il est à fond. Il a reçu un accueil de ses collègues juste fantastique. Tout le monde s'est adapté, en fait, on fait moins de bruit quand on parle parce que c'est des open space un peu voilà, dans leur centre de conception. Il a un coin à lui où il peut se mettre s'il y a trop de bruit. Et ses collègues lui ont dit, bah, écoute, nous, on t'apprend des mots. C'est comme ça fait que 6 ans qu'il est appareillé, même s'il a énormément de vocabulaire, il y a des fois des mots un peu techniques. Donc, en fait, tous les jours, pause café, il leur apprend un mot en langue des signes. Et il y a un échange qui se fait autour de ça qui est juste magnifique.
Et là où moi j'interviens aussi avec mon asso, c'est avec une autre, avec une autre personne, c'est que dans un premier temps, on organise des séjours de répit quand on découvre le handicap ou qu'il y a un diagnostic qui tombe. Et là, c'est comment on va s'en sortir, comment on va faire. Il y a plein de choses, plein de questions à prendre en compte. Après, dans le petit descriptif que je vous ai fait, je vous ai dit c'est très succinct parce que très clairement, c'est un sujet que je pourrais aborder pendant des heures et des heures. Et je crois que c'est sans fin. C'est la prochaine réunion Lyon, c'est ça? Voilà. Et c'est vrai que j'ai cette chance de travailler avec des personnes de relais de mission handicap quasiment au quotidien. J'apprends énormément. Je lis beaucoup aussi là-dessus. Et aider les personnes justement à arriver du point A jusqu'au bout, jusqu'à l'objectif qu'on s'est fixé. Et c'est ce que faisait nous faire des ateliers. C'est avec un monsieur qui s'appelle Nicolas, qui habite pas très loin de chez moi et qui est chargé de la mission handicap pour Decathlon. Et notre projet, c'est justement d'aider ces personnes à se préparer à l'emploi, préparer les entretiens d'embauche. Quelque part, tout à l'heure, je ne sais plus qui disait qu'il faut savoir se vendre. Oui, mais montrer que le handicap, en fait, ça peut être une force. Et pour moi, mon handicap, quand il m'est tombé dessus, je l'ai utilisé comme une force et les barrières, je les ai fait tomber. Je fais des choses que je pense que je n'aurais jamais fait si ce handicap, il ne m'était pas tombé dessus. Moi, si j'écoute les médecins, dans 3 ans, je suis en fauteuil. Je vous garantis que je vais faire tout ce que je peux pour déjouer le diagnostic. Pour moi, le handicap, c'est une force. Et avoir des personnes, quel que soit le handicap au quotidien, dans son entourage, moi, c'est riche à un point voilà, qu'on n'imagine même pas. Je trouve ça juste magique. Et on va mettre en place des ateliers, plein de choses comme ça autour de ça. Et quand j'ai vu tout défiler, j'ai pris toutes les adresses mail et tout que j'ai pu. Je vous le dis, vous allez avoir de mes nouvelles. Mais c'est clair que j'aimerais beaucoup qu'on arrive à rester en contact et à mettre des choses en place tout autour de ça. Justement, parce que là, pour le moment, moi, je suis en Haute-Savoie. Puis on commence déjà à nous demander dans la Drôme, dans l'Ardèche. Et puis, ça continue à monter. Donc, on va forcément bifurquer par là, puis un petit peu en bas aussi, puis certainement côté alsacien. Mais ce serait vraiment chouette de pouvoir mettre en place des conférences. On pourrait clairement pouvoir organiser des conférences avec les personnes d'entre vous qui en sont en demande. Mais alors, où je me déplace, où je vous accueille avec grand plaisir et on mettra des choses en place. Et j'ai vu que Dominique avait envie d'écrire et que le souci, c'était de trouver une mission d'édition. Alors, nous, au sein de l'association, on a deux, trois praticiens qui écrivent. Et moi, je m'y suis mise aussi parce que je trouve que c'est une super thérapie. Et au sein de mon entreprise, il y aura une partie maison d'auto-édition. Et en plus, comme ça, on créera de l'emploi parce que pour ça, il faut des graphistes, il faut des informaticiens, il faut des personnes pour la correction, la mise en page. Il y a plein de choses, il y a plein de corps de métier autour de ça. Donc, Dominique, si j'arrive à ça et que tu arrives à écrire, c'est avec grand plaisir que, tu vois, en auto-édition, on peut faire vraiment plein de choses. J'ai déjà bien bossé sur le sujet, en fait, avant de me lancer. Merci Nadège. Je vais reprendre, si vous le permettez, la parole. Une seconde, excusez-moi, c'est impoli ce que je fais, mais juste une seconde, puisque je dois m'en aller. Juste pour dire que je devais m'en aller, mais je suis resté jusqu'à la fin du propos de Nadège parce que ce que tu dis, c'est juste génial. J'ai mis mes coordonnées dans le fil et j'aimerais bien qu'on je les ai notées. Reste en contact, Nadège. Ouais, je t'ai demandé d'ailleurs, je t'ai fait une invitation LinkedIn aussi. Ok. Je vais répondre, c'est génial. Mais j'avais noté avec grand plaisir. Voilà. Sur ce, excusez-moi et bonne soirée à tous. Pas de souci, Guillaume. Voilà. Bonne soirée. Merci pour la présence. Donc, je reprends le micro et la parole. Donc, merci Damien, merci à tout le monde. Il est déjà 20h10, donc ça passe très vite. Il y a plein de choses qui se mettent en place, comme le disait Damien. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacune et chacun, vous mettez vos coordonnées, mail et téléphone dans le fil, pour ceux qui sont encore là. Et puis, j'aurais voulu que Jean-Paul puisse prendre la parole, parce qu'il devait aussi
prendre la parole. Donc Jean-Paul, si c'est possible, simplement de pouvoir présenter PVDO, j'ai peut-être oublié des choses. Oui, présenter PVDO, je pense que l'heure est assez avancée maintenant sur ce sujet qui préoccupe tous les participants. C'était pour vous dire que le Lions Club International a décidé de mettre l'autisme, j'allais dire à l'honneur, le terme est mal adapté, mais de s'en préoccuper au même titre que les grandes causes mondiales qui sont défendues depuis la création du Lions Club. C'est-à-dire que c'est la cécité, c'est le diabète, c'est le cancer des enfants, la famine, enfin la faim dans le monde. Et il a été décidé, donc cette année, d'inscrire l'autisme dans les causes internationales et dans les préoccupations du Lions Club International. Donc, je voulais vous le dire. Je pourrais vous donner les références d'ailleurs au niveau mondial des gens qui s'occupent de ce sujet. Mais il y a eu un communiqué du président Choi, qui est notre président actuel, hein, qui est un Coréen. Et donc, il a fait un communiqué sur l'autisme. Donc, je pense qu'il faut reprendre la balle au bond et savoir quels sont les gens qui s'occupent au niveau mondial de cette cause. S'ils s'en occupent de la même façon qu'ils se sont occupés de la cécité ou du diabète, on peut dire qu'il y aura des moyens. On en parlera parce que je pense que vous avez dû voir dans toutes les villes de France, quand le Lions Club s'occupe de la cécité, il y a des tentes, on fait du dépistage de la DLMA. Quand on fait du dépistage du diabète, j'ai eu l'occasion de le faire à La Baule, on a dépisté en une matinée on a testé 400 personnes, on en a trouvé 17 qui étaient diabétiques sans le savoir, et on a hospitalisé 2 personnes en urgence qui étaient en danger de mort. Donc, et ça se produit dans toute la France en même temps, et même dans le monde entier, parce qu'il y a la journée du diabète. Le jour où il y aura la journée de l'autisme au niveau mondial, je pense qu'il y aura une prise de conscience et qu'il y aura des moyens qui iront avec. Donc, moi, je suis enchanté de cette soirée, de ces échanges, de la qualité des échanges. En vous dire que le Lions Club que je représente, Paris-Vent d'Ouest est à La Baule, enfin agit entre Paris et La Baule. Je vais vous confier un grand secret. Je cède ma présidence le 30 juin, parce que c'est la règle dans les Lions Club. Tous les ans, on change de président. Et vous avez présent le président futur qui s'appelle Alexandre Tanzi, qui est le président qui prend le manche de PVDO à partir du 1er juillet. Donc, que Alexandre ait animé cette soirée, vous avez, et avec Damien, vous avez l'avenir de notre club devant vous. Donc, n'hésitez pas à solliciter ces personnes et nous, on fera le nécessaire pour faire entendre votre voix et parler de l'autisme au sein du Lions Club. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je n'ai rien préparé. Vous présentez PVDO. Je pense que Damien vous a parlé un peu de notre club, mais enfin surtout Alexandre vous a présenté un petit diaporama. On est à votre disposition pour vous transmettre des documents un peu plus précis, des façons de consulter le Lions Club International. Donc, ce que je vous ai dit sur l'autisme, vous pouvez le retrouver. Il y a un site qui est accessible. D'ailleurs, Alexandre, tu devrais le mettre. C'est lion-france.org. Donc, c'est le site international du Lions Club. Et vous trouverez, je pense que vous pouvez trouver un onglet autisme et voir les gens qui s'y intéressent et pouvoir contacter ces gens-là. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci pour la qualité de vos échanges. Et notre devise, nous servons, et vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter.
Bonne soirée à tous. Au revoir. Ok, merci Jean-Paul. Donc là, je suis en train de vous mettre le site que vous pouvez donc aller voir, https://lyon-france.org. Et puis donc, on va faire un replay, donc vous aurez le replay. Donc surtout, on compte sur vous pour le diffuser le plus largement possible. Et puis, j'espère qu'on a toutes les coordonnées pour envoyer le replay et puis pour que tout le monde se contacte. Donc, il y aura forcément, d'après ce qu'a dit Jean-Paul, il y aura forcément d'autres événements autour de l'autisme, puisqu'en plus, au niveau du Lions Club, en primeur, il vient de vous dire que c'était une cause qui allait être internationale. Donc, si vous voulez nous rejoindre par Vent d'Ouest, faut pas hésiter, il y a plein de choses à faire au niveau de l'autisme. Donc, on est là depuis 18h30, ça va faire bientôt 2 heures. Donc, on va juste pour rappeler un truc, moi, Alexandre, auprès de Dominique et puis Patricia, si vous avez envie d'avoir des infos autres, moi, je suis à votre dispo. Alors, pas forcément là immédiatement, mais je vous ai mis mes coordonnées, donc vous pouvez me contacter. Nadège, la même chose sur ton projet. Véronique, je te le dis pas, mais tu sais que, le téléphone est ouvert, voilà, ça tu le sais très bien. Et puis les autres aussi, parce que j'ai pas eu le temps. Je crois que c'est Aviva, il me semble, j'ai vu de l'information passer ou autre. Ça avait l'air aussi extrêmement intéressant. J'ai même vu une suggestion de groupe WhatsApp. Alors, il me semble d'ailleurs que la suggestion émanait de Aviva. Bien évidemment qu'il peut se créer un groupe WhatsApp pour qu'il y ait des interactions, pour le coup, qu'elles soient sociales ou pas d'ailleurs, mais qu'il y ait des interactions. Je suis bien évidemment plus que preneur ou autre, et que de toute façon, c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Je veux dire, voilà, seul, on ne fait pas grand-chose. Oui. Voilà. Donc, merci à tous. Donc, vous allez recevoir le lien du replay. Donc, ça sera un lien sur notre profil Paris Vent d'Ouest. C'est là où vous avez eu la possibilité de vous inscrire à cette webconférence. Et puis, je vais vous mettre mon mail. Et puis, si vous avez des questions, vous avez le mail de comment. Est-ce que toi, Alexandre, tu peux envoyer un mail à toutes les personnes présentes là ce soir pour rappeler un peu les coordonnées? Parce que là, moi, dans le fil de conversation, je pense que le fil de conversation, on ne l'a plus une fois qu'on quitte le Zoom. Si, ça reste comme sur Teams. Je pense que c'est possible de le récupérer. Et je connais moins Zoom que Teams, donc c'est pour ça que sur Teams, ça reste. Sur Zoom, on ne l'a plus. Une fois qu'on quitte Zoom, c'est fini. Voilà, donc merci, Aviva, c'est important. Désolée, je n'ai pas mis la caméra, mais je n'ai pas assez de bande passante. Donc, soit je vous écoute, soit je mets la caméra. Il n'y a pas de souci, Aviva. Il n'y a pas de souci. Non, mais je vais voir, mais je pense que c'est possible quand même. Sinon, vous avez mon mail, et puis vous m'envoyez votre mail pour qu'on reste en contact. Ça serait important, oui, de commencer à faire quelque chose ensemble par rapport à l'autisme. Il y a vraiment plein de choses à faire. Autisme ou autre chose, mais là, déjà, l'autisme, c'est important. Donc, je vous envoie le replay. Donc, ça sera sur un lien. Le replay, ce sera un lien donc pour le visionner sur notre profil Paris Vent d'Ouest. Et puis, pour le reste, je vais voir, mais si c'est possible de récupérer la discussion. Je pense que oui, j'ai déjà fait. Comment? J'en sais rien, on va voir. Et puis, 20h19, en remerciant tout le monde. Et puis, en vous disant bonne soirée, merci à tous, merci Damien. Et il y a vraiment… De rien. Comme on dit, c'est le début de quelque chose. Ça va dépendre de tout le monde. On en fera ce qu'on arrive à en faire, quoi. Enfin, c'est pas très bien dit, mais… c'est surtout, restez pas seuls, dans ceux et celles qui sont concernés. Dominique Sauvignon a levé la main. Dominique, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Oui, je voulais juste te dire pour le chat, je viens de faire une exportation sous un fichier, j'ai envoyé le fichier dans le chat, donc a priori, j'ai pas vérifié, mais a priori, c'est la retranscription du chat qui est dans le fichier. Génial. Merveilleux, c'est ça. Merci Dominique. Oui. On a besoin d'un informaticien. Voilà. Oui, c'est vrai. On va avoir besoin de toi, Dominique. Donc, reste en contact. Prenez soin de vous.
Bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour une fois avoir assisté, d'avoir participé. Tout à fait. Ça a été un grand plaisir. Voilà. Allez. J'espère que je n'ai pas raconté trop de bêtises. Et merci. Voilà. C'était super. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir à tous.